Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui on a la chance de recevoir un acteur, un metteur en scène, il a tout fait. Lionel Cecilio, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien? Et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Franchement, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parce que je regardais ton CV, il est extraordinaire, tu sais, je savais pas par où commencer, que choisir, parce que t'as tellement fait pas mal de choses, c'est fou. Ma première question pour toi, ça serait, quand t'étais à l'école, c'était quoi ta matière préférée? Celle que tu pouvais jamais manquer en fait. Je crois que j'avais pas vraiment de matière préférée parce que j'ai jamais été très calé à l'école et tout ça. Mais Mhm. j'aimais bien y aller pour être avec les copains et tout ça. Enfin, genre, j'ai jamais été trop dans un délire où l'école n'était pas bien, mais pas trop pour les matières. En Ok. revanche, j'ai des souvenirs de profs, deux notamment, qui m'ont vachement valorisé à un endroit. Et à ce moment-là, moi, je savais pas du tout que c'est pas un rêve d'enfance, si tu veux, pour moi d'être comédien. C'est Ok. un truc qui arrive un peu tard. Il y a plein de gens qui le supposaient ou le voyaient. Enfin, dans mon enfance, il y a plein de moments où on me dit: «Ah, t'as des facultés qui devraient aller vers ça». Mais moi, personnellement, je l'ai jamais projeté. Mhm. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai des souvenirs de profs qui m'ont valorisé à un endroit où ça m'a marqué profondément, au point que je m'en souvienne aujourd'hui, d'un souvenir doux, tu vois, qui t'habite et qui t'accompagne même dans les moments où ça va pas. Et il se trouve que c'était à des endroits qui correspondent exactement à ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Comme quoi, il y a pas vraiment de hasard. Et parfois, je me dis, si ma vie, ou enfin la vie des gens en général, si c'était une série Mhm. et que tu pouvais voir les épisodes, revenir, etc., tu te dirais: «Putain, c'est super bien écrit, en fait». Je crois que la vie, elle est une super autrice de séries ou de films à rebondissement. Et en l'occurrence, les deux matières, enfin, c'était toujours la même matière, c'était les deux mêmes profs, qui étaient le français. Ok. J'avais une prof de français en sixième, avec qui ça se passait pas bien du tout parce qu'elle nous faisait aussi des cours de latin que je détestais. Et en fait, elle m'a valorisé à l'endroit de ce que j'étais et de ce que je savais faire. Et elle m'a mis en charge d'organiser et d'animer le spectacle de fin d'année de tout le collège. Ok. Et j'ai kiffé. Et j'étais exactement à ma place. Et j'ai des vidéos au caméscope, tu sais, de mon père et tout ça, où je suis Bien là sûr. avec un micro, en train d'animer, avec mon baby. J'ai un t-shirt avec des graphes dessus et un baby en sixième, tu vois, un petit morceau de gars en train d'animer au micro. Et puis après, j'ai une prof aussi en seconde et première qui nous faisait faire ce qu'on appelait des suites de textes. Et en fait, tu avais un D'accord. début de texte et puis tu devais inventer la suite et écrire soit à la manière des quelques premières lignes qu'on t'avait données, soit carrément t'émanciper de ça. Et j'adorais écrire et j'adorais inventer des histoires. Et elle me valorisait de ça, elle me disait devant la classe, elle me disait: «Mes parents sont cool». Et j'ai un souvenir très agréable de ce moment-là. Et je me dis: «Mais aujourd'hui, bah, t'es auteur, t'es comédien, t'es metteur en scène, tu racontes des histoires, c'est exactement ça». Et à Mhm. l'époque, je pouvais pas le soupçonner une seconde. Donc ouais, à l'école, mes souvenirs tout de matière de travail, c'est ceux-là, quoi. Mhm. J'aime bien ce que tu dis t'es auteur, t'es comédien, parce que je regardais une vidéo de toi où tu disais ouais mais je me définis plus comme comédien. Est-ce que t'es toujours à ce stade-là où ta vision a évolué? Alors, les vidéos type interview et tout ça, c'est toujours particulier parce que tu es en train de répondre à des questions et parfois, heu, dans la forme de ce que tu réponds. En vrai, la vérité très intime du truc, c'est que je crois que jusqu'à présent et même maintenant dont je te parle, j'ai du mal à me considérer comédien. Parce que d'abord, je biaise toujours le truc. Je dis que je raconte des histoires, que ça passe par ci, par ça. Je fais des lectures, théâtralisées ou télévisées ou radiophoniques, je mets en scène, j'écris. Et tu vois, mais je raconte des histoires, ça c'est vraiment le truc. Mais je pense que ça, c'est une manière de biaiser, d'aller un pas de côté pour jamais dire que je suis comédien ou metteur en scène ou auteur. Parce que je crois que j'ai un vrai, pour le coup, syndrome de l'imposteur, mais puissant, tu vois, un truc qui s'efface pas jusque même encore aujourd'hui, alors que je travaille, tu vois, régulièrement. C'est ça, ouais. Et que je fais des choses qui sont, on va dire, labellisantes. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le tampon, quoi, tu vois? Et Ok. j'arrive jamais à l'intégrer, ce tampon. Et il m'arrive encore, parfois de faire un cauchemar que je faisais en fait, avant. Et je pense que ça, c'est un truc, traumatique, tu vois? Je faisais un cauchemar toutes les veilles de première au théâtre, toujours le Ok. même. Et il m'arrive de le refaire de temps en temps, mais pas aussi systématique que ça, où je rêve que j'avais ma photo dans le hall d'un grand théâtre parisien à l'époque, je sais pas s'il y a lieu encore, je suis pas retourné. Ils avaient mis des photos de certains acteurs et il y avait la mienne. Et je rêvais que j'étais devenu le caissier du Franprix qui est en bas de chez moi et que Oh merde. j'allais tous les week-ends au théâtre avec mes enfants pour leur montrer
la photo de papa dans le hall, quoi. Tu vois, le truc un peu glauque, Ah tu vois. ouais, l'ancienne gloire, tout ça et tout. Exactement. Donc du coup, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai. Donc, je pense que c'est une manière de biaiser les réponses quand je dis que. Mais par contre, c'est vrai que de plus en plus, je me dis en fait, ça ne veut pas dire grand-chose d'être acteur, d'être comédien, d'être auteur, d'être metteur en scène. Je pense que mon kiff vraiment absolu, c'est de raconter des histoires. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans la vie. J'adore ça, tu vois. J'adore même inventer des histoires, raconter des histoires. Ou moi, franchement, en vrai, ça peut paraître fou. À la différence qu'on me paye pas pour ça, je prends autant de plaisir, mais pas parce que c'est mes enfants, machin, mais je prends autant de plaisir narrativement parlant, artistiquement parlant, à lire l'histoire du soir à mes enfants à 8h au des couchers, que d'aller devant une scène, sur une scène devant un public pour un spectacle, tu vois. Il y a un truc comme ça où en fait raconter une histoire, captiver une attention, embarquer, tu vois, quelqu'un, donc presque une personne, si c'est mon fils quand j'endors ou qui fait le public, qui me font 500, il y a un vrai kiff, quoi, tu vois. Si maintenant tu donnais un contexte à nos auditeurs, tu nous racontes un peu toi comment t'es rentré dans l'industrie, comment t'as commencé, tes premiers pas, tout ça, etc. Écoute, moi au départ, j'étais prédestiné à faire fou, de manière assez poussée puisque je jouais au Paris Football Club. Ah oui. J'étais surclassé en termes de catégorie d'âge. Il m'arrivait d'intégrer le groupe premier. À l'époque, ils étaient en National 1, donc c'est non seulement la 3e division, mais c'est aussi des choses sérieuses parce que c'était la nationale, tu vois. Donc ça veut dire. Et en fait, à cet âge-là, alors si j'avais dû avoir une carrière fulgurante à 15 ans, t'es déjà très loin, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais à cet âge-là, en étant à cet endroit-là, tu peux prétendre à faire une carrière, tu vois, une carrière gentillette, mais où tu peux vivre de ce métier et tout ça. Et je me projetais là-dedans. Et en fait, j'ai un souci de santé qui à l'époque a été identifié mais pas diagnostiqué. On me diagnostiquera beaucoup plus tard, quand j'aurai 28 ans, je crois, donc vraiment beaucoup plus tard, peut-être presque 15 ans plus tard, quoi. Mais à ce moment-là, il est identifié. Et moi, je lâche complètement. C'est-à-dire que j'aurais pu me battre en vrai. Tu vois ce que je veux dire? On identifie un problème de santé et après, tu vois ce que je veux dire? C'était le meilleur sur le terrain, on fait jouer. Et je le raconte aussi parce que je pense que c'est une faille qui vient, comme beaucoup d'autres failles, alimenter le désir après tu vois, en tout cas l'obstination que tu peux avoir ou la persévérance que tu peux nourrir. Je pense qu'elle vient de plein de failles et celle-là en est une costaude que je traîne avec moi. Et donc ça s'arrête. Quand ça s'arrête, moi j'ai rien fait d'autre en fait jusque-là. J'ai nourri aucune projection de rien. Je suis pas très bon à l'école. Je suis pas con. Et j'arrive vraiment à toujours tirer mon épingle du jeu sans faire grand chose. Mais je suis pas travailleur, je suis pas bon. Je suis pas intéressé non plus par ce qui se passe. Et donc, du coup, je me retrouve désœuvré. Donc, je vais faire une mini-dépression qui, à ces âges-là, entre 15 et 18, est assez courant et qui est pas fantastique non plus à vivre, tu vois. Et puis surtout, jamais très identifié. C'est-à-dire qu'on voit bien que le gars va pas bien, mais c'est la crise d'ado. On n'identifie jamais quand même une dépression. Et à partir de là, je vais arracher mon bac au rattrapage du bout des ongles pour faire plaisir à mes parents. Mais le gros de mon activité, c'est d'être vautré sur le canapé chez mes parents, de regarder la téloche et de bouffer de la malbouffe. Enfin, tu vois, vraiment, ouais, c'est ça. Je suis vraiment dans un truc où j'abandonne tout, tu vois. Et là, j'ai mon bac, il me faut faire quelque chose, tu vois. Donc, je me mets à bosser. J'avais déjà commencé à travailler très tôt des petits boulots parce que moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dans un univers où, en fait, très rapidement, tu projettes d'avoir une voiture pour pouvoir t'émanciper de ton lieu de vie. Et puis, il y avait, en tout cas, dans l'univers dans lequel j'ai grandi, il y avait le culte de la réussite par l'oseille. Tu vois, il y avait un truc comme ça, quoi. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune, il fallait des sous, et donc, très rapidement, je vais travailler, mais ça suffit pas, et ça suffit pas à rassurer mes parents. Et donc, du coup, je vais faire une fac. Et là, c'est très simple. Pour choisir ma fac, je prends la plus proche de chez mes parents. L'idée étant de pas me lever à 6h du mat pour aller dans une fac où je vais pas faire grand chose, quoi, où ça va pas m'amuser. Et dans cette fac, un jour au bout de 2 mois, hein, tu vois, j'y reste pas longtemps dans cette fac, hein. Le même jour, il y a une fille que je ne connais pas en cours d'amphi qui me dit, mec, t'as un truc, tu fais marrer tout le monde et tout, viens avec moi, je suis au cours Florent. Et l'après-midi, un prof de droit constitutionnel qui a marqué mon parcours de manière très puissante, alors que je me souviens pas spécialement de lui ou de son nom, mais je me souviens de ce moment-là. Il arrache une feuille sur laquelle je suis en train d'écrire
Et en fait, moi, depuis très jeune, j'écrivais des paroles de rap. Un de mes meilleurs amis, Tchéco, paix à son âme, il est décédé, était le frère de Black Mozart, qui était un compositeur de rap, d'ailleurs, qui doit l'être encore, assez en vogue. C'est lui qui a fait les premières prods de Diam, qu'il a pas émergé d'ailleurs. Enfin, voilà. Et on récupérait le matos de Black Mo, et lui, il avait monté un groupe avec des potes qui s'appelait La Diligence, et moi, j'écrivais pour eux, et j'adorais écrire, comme tu le dis, et donc voilà, et j'avais une facilité pour ça, et j'écrivais beaucoup de paroles de rap qui, en vérité, étaient des poèmes, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait appeler du slam, mais qu'à l'époque, elle avait peut-être pas ce nom-là encore, mais j'écrivais, quoi. Et il m'arrache la feuille, le prof de droit constitutionnel. Il a l'élégance de pas le lire devant tout le monde, si tu veux, et puis le cours se finit, et il me dit, écoute, t'as rien à faire là. T'as un vrai truc, là, ce que t'écris, ce que tu dessines, ta feuille, elle est vraiment cool, va faire un truc dans l'artiste. Et là, je cogite, le matin même, il y a cette fille qui me dit avec mon cours Florent. Je vais me regarder sur Internet. Là, je m'aperçois que le cours Florent, ils sont soutenus par une émission de télé sur Canal+, 24/24, qui était une des premières émissions de télé-réalité, où on suivait des jeunes acteurs. Ça m'intéresse pas du tout d'être filmé 24/24. Je trouve l'émission nulle, que je la juge, en fait, à ce moment-là, dans un truc très décalé. Et puis surtout, je regarde de petit, j'ai pas tous les moyens. Et donc, du coup, je me dis, ah, laisse tomber, c'est pas pour moi. Mais quand même, ça me trotte un peu dans la tête, et puis j'ai rien d'autre à faire. Et je me dis, il faudrait quand même voir, quoi. Et donc là, je me renseigne pour faire un stage d'impro. Et je vais voir mon film de stage d'impro, et le gars me donne le tarif, pas les moyens et tout. Et il me dit, écoute, une fois que j'ai tous mes participants, si tu veux, je te prends en auditeur libre. Tu viens et tu regardes ce qui se passe. Et je dis, ok, nickel. Je viens, je regarde ce qui se passe. Et puis dès le deuxième jour, il y a une fille qui est malade. Il me fait monter sur le plateau. Et là, c'est un coup de foudre. Tu vois, c'est-à-dire que d'un coup, les gens aiment ce que je fais. Le fait qu'ils aiment ce que je fais, ça me valorise, ça me valide. Moi, j'aime ce que je suis en train de faire. Je trouve ça génial. À la fin du cours, on s'applaudit les uns les autres. Je suis valorisé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis validé à un endroit qui est agréable, qui est jouissif pour moi. Et donc, du coup, bah, je kiffe, si tu veux, tu vois. Et donc, non, c'est clair. je reste là jusqu'à la fin du stage. Et à la fin du stage, le mec me dit, c'est impossible que tu rentres chez toi et que ça s'arrête là. Va dans cette école de théâtre au Tokawa. Donc, il m'envoie aux enfants terribles. Je fais un concours d'entrée. Et à l'issue de ce concours d'entrée, les professeurs me retiennent. Et je vais intégrer les enfants terribles. Je vais être dans la promo, entre autres, de Pio Marmaille et tout ça. Et là, pour payer cette école, je vais multiplier les petits boulots. Je vais être veilleur de nuit dans un hôtel. Je vais distribuer les journaux gratuits à la sortie du métro le matin. Enfin voilà, j'ai un rythme de vie monstrueux. Et à ce moment-là, je m'aperçois que c'est vraiment ce que je veux faire, parce que les sacrifices que je suis en train de mettre en œuvre sont colossaux. Et j'ai une grande discussion avec mes parents. Je ne viens pas du tout de ce milieu. Moi, jusque-là, je savais même pas que t'étais un métier. Je savais même pas que t'étais pour les gens comme nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, ouais. Ça n'existe pas, tu vois. Et donc, j'ai une grande discussion avec mes parents, et mes parents me disent, écoute, nous, il y a qu'un truc qui nous intéresse, c'est que tu triches pas, c'est que tu travailles. Donc, que ce soit ça ou autre chose, si on voit que tu travailles à mort, c'est pas une planque, que c'est pas un truc pour aller faire le bout, quoi que ce soit, on t'appuiera tant que tu bosses, tant que t'es déter, tant que vraiment c'est pas une planque, tant que tu fais pas semblant, nous on t'appuie. Mais par contre, on va surveiller de près, parce que c'est pas un milieu qu'on connaît, ça nous fait peur. Et voilà, et puis ça démarre comme ça. Et dans les premiers temps, j'ai de la chance et je me laisse guider, quoi. Tu vois, en fait, je vais croiser quelqu'un qui me dit va là, et puis quelqu'un qui me dit va là. Et ce syndrome de l'imposteur, il vient aussi de ça, c'est qu'en fait, pendant très très longtemps, je me suis tellement laissé porter par ma chance, par ma bonne étoile, par les rencontres, que j'ai jamais eu l'impression de saisir à bras le corps ce qu'aurait pu être une carrière, si tu veux. J'étais là, ça durerait le temps que ça durera. Je gagnais ma vie très correctement pour faire des trucs incroyables, au même âge que des potes à moi étaient à la fac en train de galérer et de payer des crédits pour les études, pour les bagnoles. Tu vois, c'était assez fou, quoi. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai rebondi, tac. J'ai fait des bonnes rencontres et j'ai bossé très vite et très régulièrement. Non, mais c'est clair, c'est fou. Ton histoire est juste hallucinante, en fait. Limite, faudrait que ça soit écrit pour qu'on y croie, en fait. Ouais, ça. En fait, ce qui est fou, c'est que à la fois, l'histoire est assez belle, parce que, bon, bah, il y avait un truc de, je sais pas, de préécrit, de destiné, de machin. Et en même temps, ça m'arrive souvent de me lever encore le matin et de me dire, j'ai presque l'impression d'en être au même point, parce que moi, j'avance, mais c'est des tout petits pas, par tout petit pas, par tout petit pas, c'est très, très long. Et au final, quand tout ça a démarré, c'était presque si facile. Alors, c'était aussi facile parce que moi, je vivais tout avec les yeux du gars qui a rien fait encore, si tu veux. Et donc, du coup, la moindre journée de tournage, c'était, waouh, je travaille, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je suis dans un autre délire. Je suis dans un délire où d'un coup, faut commencer à faire des choix,
un peu plus exigeant, un peu plus précis, tu vois. Et donc du coup, il y a aussi ma perception à moi qui va changer le truc. Mais d'un point de vue, comment dire, purement objectif, c'était tellement évident, c'était tellement fluide que du coup, parfois aujourd'hui, je me dis, bah, c'était presque préécrit pour que, tu vois, pour que ça éclate, quoi. Et en vérité, aujourd'hui, moi, je suis très heureux de ce que je fais. Et comme tout le monde, je me fais des frustrations et force est de constater que j'ai encore besoin de charbonner, tu vois. Alors, je pense que tout le monde a besoin de charbonner et souvent, on s'en rend pas compte. On regarde dans l'assiette du voisin, on a l'impression que c'est facile pour lui, c'est meilleur, que quelqu'un lui fait la popote et qu'il a juste à s'asseoir, mettre les pieds sur la table. En vérité, tout le monde charbonne. Mais c'est vrai que parfois, tu as l'impression que... Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais ce grand truc de dire ah, j'aimerais bien arriver à ce moment où il y a une vitesse de croisière. Et pour moi, ça voulait dire le moment où on t'appelle, pas forcément pour des trucs énormes, mais de manière un peu régulière. Et j'avais l'impression de pas y être. Et puis un jour, je parlais avec une copine à moi qui n'est pas du tout dans le milieu. Et là, elle m'énumère ce que je fais et comment ça se passe. Elle me dit, tu veux quoi touche? Et je me suis rendu compte que non, bah, je veux pas grand chose de plus. C'est juste qu'on a du mal aussi parfois à percevoir les choses, quoi. Non, ça revient toujours à ce syndrome d'imposteur que tu es en train de dire. Et tout à l'heure, tu parlais de choix. Ça veut dire que, est-ce que maintenant, toi, tu as ce luxe un peu de choisir tes projets ou tu es toujours obligé de passer des castings, tout ça? Alors, passer des castings, oui, sûr et certain. Mais ça m'arrive de pas le faire. Tu vois, par exemple, pour le film Divertimento de Marie-Cathy Bonchard, dans lequel j'ai une partition plutôt cool en plus. Ce film, c'est l'histoire vraie de la première femme d'orchestre en France. C'est la première fois que c'est une femme qui est chef d'orchestre. Bien sûr. Et c'est la première fois que c'est une femme issue de l'immigration. Elle vient de banlieue et donc du coup, je vais jouer le directeur du conservatoire de Stein où tout démarre pour elle et où elle crée son premier orchestre qui s'appelle Divertimento. Et donc c'est un personnage qui a existé, qui a une espèce de responsabilité, tu vois. Et j'ai pas passé de casting pour ce truc-là. Mais tu vois, bizarrement, j'étais fier que Marie-Cathy me fasse confiance parce que c'est une réalisatrice avec qui j'ai travaillé sur plusieurs films. Donc qu'elle continue à me rappeler et que sa confiance grande est quelque chose qui me rend infiniment fier, vraiment. Mais d'un autre côté, le fait de pas avoir passé de casting m'a fait cogiter à mort. Et je me suis dit, imagine, le jour du tournage, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Et moi, pendant très longtemps, je l'ai cogité et je me dis, c'est pas possible. Tu fais trop jeune pour faire un directeur de conservatoire, tu vas pas y arriver, c'est pas quoi, etc. Et ça va me... Alors, ça m'a poussé à travailler beaucoup plus, mais c'est vrai que ça m'a mis dans un inconfort. Alors que quand tu passes le casting, il y a un côté, ah, ils m'ont choisi. Ils ont vu plein de gars, et moi qui ont choisi. S'ils se sont trompés, démerde. Moi, maintenant, je vais faire du mieux que je peux. Je vais travailler très dur, mais je pourrais jamais donner plus que ce que je suis et que ce que j'ai donné au casting. Et ça, ça te rassure un peu. Donc moi, le casting, c'est un exercice qui me plaît parce qu'il me met à cet endroit confortable de me dire, les gars, vous avez choisi, hein. Alors en vérité, ça c'est une manière de dire. Voilà, t'es toujours stressé quand t'arrives sur le tournage, mais il y a ce truc de se dire, ah, tu vois, j'ai été le chercher, tu sais, j'ai le diplôme, quoi. Tu vois, j'ai passé le test, quoi. T'es validé. Ouais, quoi. c'est ça. Mais justement, en parlant de casting, tu sais, on parle d'Aznavour. Comment tu t'es retrouvé dans ce projet? En plus, toi, tu dis, tu viens de Seine-Saint-Denis, t'as Grand Corps Malade dessus. Donc, j'imagine que être sur ce projet-là, ça devait être ouf, en fait, pour toi. En fait, pour le coup, le côté Seine-Saint-Denis, je l'ai pas vécu comme ça parce que pour moi, Grand Corps Malade et Béguir, ils représentent pas ça. Alors, si, parce que ils représentent, entre autres, Patient et La Vie de colère, qui sont des films qui se passent dans cette atmosphère et dans laquelle je me reconnais énormément. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'adore leur filmographie. Mais pour moi, Béguir et Grand Corps Malade, ils représentent d'abord La Vie de colère et Patient. Et c'est des films que j'adore, vraiment. C'est clair. Et je suis chez moi, sur mon canapé, tu vois, vraiment, en train de rien faire. Et le téléphone sonne et c'est un directeur de casting, pour le coup, dont la respectabilité est assez présente, tu vois. C'est David Bertrand, qui est le président de la Torda, tu vois, et c'est un mec qui bosse sur des super projets, quoi. Bien sûr, ouais. Et quand il m'appelle, je suis hyper surpris parce que la dernière fois qu'il m'a appelé, c'était en 2012. Je suis pas sûr que lui était à cet endroit-là de sa carrière de casting. Et c'était pour une pub, tu vois, pour un billboard, Conforama, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin voilà. Et donc moi, je savais même pas qu'il te rappelait de moi, si tu vois, régulièrement, j'envoie un petit mail avec mes machins, mais je sais pas, tu vois. Et donc quand le téléphone sonne, déjà, t'as un premier stress de merde, David Bertrand m'appelle.
Et là, il dit, voilà, je t'appelle pour proposer Beko sur Aznavour et LD. Et là, du coup, tout est fou. Aznavour, Beko, Grand Corps Malade, Mehdi Idir, Taharaim. Alors là, tu vois, t'as vu ce trouble, quoi. Et là, moi, à ce moment-là, oui, tu sais, je fais, tout va bien, quoi, c'est pas normal. Aucun souci. Normal. Ouais, bien sûr, ouais. Quel jour le rendez-vous? Et en fait, à ce moment-là, je l'ai travaillé comme un chien, quoi. Ok. Je crois que j'ai travaillé pour le casting, peut-être encore plus que pour le rôle, parce qu'en fait, le boulot du casting, c'était déjà le boulot du tournage, si tu veux, c'était la même chose. Mais je vais travailler pour cette toute petite pièce. C'est un magnifique puzzle dans laquelle moi, je suis une toute petite pièce, c'est une toute petite partition, Beko, dans ce film-là. C'est que ils ont pris le parti, et moi, je trouve que c'est un excellent choix, moi, j'adore. Ils ont pris le parti de suivre Aznavour tel qu'il était, c'est-à-dire un mec qui n'a pas le temps, qui doit, comme je disais tout à l'heure, combler trop de failles, trop de manques, et il doit fermer les bouches, c'est un mec qui a été trop malmené, tu vois. On lui a dit qu'il était moche, qu'il était petit, on l'a attaqué aussi sur son ethnie, tu vois, de manière raciste et tout. Et le mec, il doit avancer. Et en fait, ça, c'est au prix de tout le reste. D'ailleurs, il le chante lui-même, hein. Lui-même, personne n'a dit à sa place. Il a sacrifié tes amis, tes amours, tes emmerdes. Enfin, tu vois, c'est lui qui le dit, tu vois. Et eux, ils ont décidé de prendre le parti de faire avancer Aznavour au milieu de tout ça et de délester, tu vois, de lâcher autour de lui au fur et à mesure qu'il avance. Donc forcément, toutes les partitions qui l'environnent, à part Edith Piaf et Pierre Roche, qui sont vraiment des personnages très, très proches pendant deux périodes de sa vie consécutives, et puis sa famille, tu vois. À part ces personnages-là qui reviennent de manière régulière, tous les autres, tu vois, c'est une toute petite pièce, une toute petite partition. Il y a Johnny Hallyday, il y a Gilbert Bécaud, mais ça, tu vois, ça fuse, quoi, tu vois. Et moi, je crois que j'ai travaillé cette toute petite pièce de ce puzzle autant, sincèrement, que si on m'avait dit, tu joues Beko, premier rôle dans un biopic sur Beko. C'est-à-dire que je devais décevoir ni David, ni Fabien, ni Grand Corps Malade, ni Mehdi, ni Tahar. Je devais être à la hauteur de tout le monde, si tu veux, tu vois. Et pour moi, tous ces gens-là, c'est des gens que je classe très haut. Et comme tu disais tout à l'heure, je te parlais du syndrome d'imposteur. Quand tu nourris ce syndrome de l'imposteur et qu'il y a des gens que tu admires, ces gens que tu admires, tu les mets encore plus haut que, tu vois. Et donc, j'ai bossé comme un chien. J'ai regardé des vidéos de Nina, de Beko, j'ai regardé des concerts, j'ai regardé des interviews. Je me suis mis tu vois, à la maison, à essayer de trouver une voie, à essayer de trouver une démarche, à essayer de trouver un truc et tout. Vraiment, je me suis mis à travailler comme un chien. Je me suis dit, de toute façon, tout ça sera jamais perdu, tu vois. Puis, ils me gommer. Ils m'emmèneront là où ils veulent m'emmener, mais ça sera jamais perdu. Et je me suis mis à bosser comme un fou. Je me suis même mis à fumer parce qu'il fumait énormément. Ah ouais, Et non seulement il fumait énormément, mais en plus, il expliquait dans les interviews que pour lui, c'était une nécessité, une dépense parce que ça lui donnait une puissance pendant les interviews d'avoir une clope à la main. À l'époque, on pouvait fumer à la télé et tout ça. Et il a plein d'interviews, il a la clope à la main et il explique qu'il a besoin de cette clope parce qu'il n'est pas à l'aise avec les interviews et tout ça. Et donc, je cherchais à tenir ma clope exactement comme lui, etc. Enfin, en plus, il se trouve que pour le coup, Beko, Aznavour, c'est des personnages qui ont bercé mon enfance. Ma mère était exactement celle-là, donc c'est des personnages que j'avais l'impression déjà de connaître un peu, tu vois. Et je me suis totalement départi d'Aznavour. Pour moi, ça n'existait pas. J'ai bossé Beko comme si j'avais le premier rôle d'un biopic sur Beko. Comment Et quand je suis arrivé au casting, avec David et Tamara Kodo, qui m'ont fait passer le casting tous les deux, j'ai le sentiment que ça a fonctionné. Et puis ils m'ont rappelé, j'en ai passé un deuxième, j'en ai passé un avec Grand Corps Malade et tout. Et voilà, et puis t'as matché, quoi, tu vois. Mais et puis du coup, derrière, on a fait des répètes et avec Tahar notamment et tout. Et puis après, on est arrivé sur le tournage. Et ce qui est pas mal, c'est que quand tu arrives sur le tournage, tu as déjà fait tellement d'étapes de travail entre les différentes phases de casting, les répétitions, les essayages costumes, les essayages maquillage coiffure pour vraiment essayer de trouver le maquillage coiffure de Beko. Tu as déjà fait tellement d'étapes de travail que quand tu arrives, tu as l'impression d'être un peu déjà intégré à l'équipe, ce qui n'est pas toujours le cas quand tu as une toute petite partition sur un long métrage. Et donc, il y a quelque chose qui désacralise un peu, même si j'étais infiniment stressé, tu vois. J'allais faire un set de tennis avec Nadal, tu vois. C'est clair. J'allais faire une scène tête à tête avec Taharaim, qui est certainement le plus grand acteur français aujourd'hui, tu vois. Vraiment, je le pense. Moi, je pense sincèrement que on a du mal parfois à valider nos acteurs pendant qu'ils sont là ou avant une fin de carrière ou machin, faut attendre qu'ils vieillissent. Parfois, on a besoin de ce recul-là, mais si on est très sincère, très honnête avec nous-mêmes, que ce soit... Et d'ailleurs, moi, j'admire Tahar autant pour son jeu, sa qualité de jeu, son investissement que... Moi, par exemple, l'investissement. Parce que le jeu, la qualité de jeu, la présence et tout ça, c'est des trucs, tu les as pas. Voilà.
Mais C'est pour clair. moi, l'investissement, c'est un truc qui me... Et ça prouve que ça vient, tu vois, moi, de mon enfance, où je disais mes parents, et tout ça, quand ils disaient qu'on travaille et tout. Et moi, pour moi, l'investissement d'un acteur, quand il est capable de prendre du poids, perdre du poids, changer de tête, machin, etc. D'ailleurs, Vincent Cassel le fait beaucoup aussi, tu vois, de changer d'apparence. Bien sûr, ouais, ouais. Pour moi, cet investissement-là, parce que les Mhm. Warner Stone, chez les Américains, enfin, les Américains, ils Ouais. sont plusieurs qui savent faire ça. L'acteur Nous, en studio, France, c'est ouais. les... Ouais, nous, en France, c'est un peu plus limité, les acteurs qui savent faire ça. Mais pour moi, ça, c'est la base de la base. Mais ce que j'aime chez Tahar, c'est les choix qu'il est capable de faire. Tu sais, quand t'as un acteur et que t'es chez toi, être capable de refuser des trucs, de faire des choix, c'est un délire, tu vois. Enfin, je veux C'est dire, clair. quand tu regardes sa filmographie, le gars, il a pris son temps, le mec. Tu vois, Mhm. il faut être courageux pour prendre son temps. Il faut être vraiment courageux. Faut être sûr de ce qu'on veut faire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas cédé à l'appel des sirènes. Tu sais, souvent, tu as des acteurs, ils deviennent un peu en vogue, ils font 7 films par an, et puis Mhm. ils lâchent le public, ils font des mauvais choix, et ils finissent par se casser. Alors, comme ils sont connus, ils continuent toujours à travailler, mais pas avec le même crédit, pas avec la même aisance, tu vois. Et lui, il fait des choix, quoi. Il prend son temps, et ça m'impressionne Mhm. beaucoup. Et donc, ouais, donc je suis allé faire mon set de tennis avec Nadal, et je me suis dit, on se peut, quoi. Et je me souviens, quand je suis parti de la maison, le jour du tournage, j'étais très stressé. Moi, j'ai eu une journée sur le... Ok, ouais. Et j'étais très stressé et tout. Et je me souviens que ma nana, elle m'a pris la main sur le pas de la porte. J'attendais l'ascenseur, j'attendais qu'il ouvre. Et elle Ok. m'a pris le poignet comme ça. Et je pense qu'elle sentait que j'étais stressé. On n'en avait pas du tout parlé. Moi, je faisais comme si de rien n'était. Et C'est elle clair. m'a dit, juste ça, elle m'a dit, n'oublie pas que vous faites exactement le même métier. Il a juste plus de jours de tournage que toi sur ce projet. Et en Waouh. fait, je me suis dit, mais de ouf. En vrai, on fait le même taf. Tu vois C'est ce que je veux clair. dire? Ouais, il est comme moi. Peut-être demain sur un film, parce que je corresponds mieux physiquement au machin, je vais avoir un premier rôle et il va venir faire 4 jours de tournage. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est Mhm. pas la vie, tu vois, mais en vrai, on Ouais, fait le ouais. même taf. Et alors, ça n'a pas suffi à me déstresser complètement, mais ce qui était rigolo, c'est que Tahar s'était comporté comme ça. Il Ah s'est ouais? pas comporté comme une vedette à qui tu viens donner la réplique. Il s'est comporté comme un partenaire avec qui on fait une scène ensemble. Et depuis que le film est sorti, moi, je m'attendais à passer un peu inaperçu dans ce film. Tu vois, j'ai une scène. Bien oui, c'est Et clair, en ouais. fait, depuis que le film est sorti, j'ai énormément de retours, mais plus que j'aurais pu imaginer, de gens qui me disent, c'est incroyable, ta Mhm. presta, elle est ouf, on voit Beko, machin, etc. J'ai même reçu un message de la famille, tu vois, Beko sur Instagram. Ah ouais, carrément. Et il paraît que la fille, Gilbert, a kiffé, tu vois, qu'elle a eu l'impression de voir son père et tout, machin. Donc, moi, j'ai reçu les messages, j'ai kiffé, tu vois, mais je me dis, c'est fou, Bah ouais. parce que sur 2h14 de film, moi, là, une telle, je me C'est suis clair, dit, je vais c'est passer dingue. inaperçu. Et en Ouais. fait, je me dis, bah, comme quoi le travail paye. T'as travaillé comme un chien, Mhm. t'as un partenaire qui t'a fait de la place, Bien qui a sûr. été sincère, tu vois, qui a pas Mhm. fait le mec. T'as un bon partenaire, t'as des bons réals qui t'ont bien filmé, t'as beaucoup travaillé. Mhm. Ok, mec, tu vois, normalement, ça devait rouler et ça roule, quoi. Donc, ouais, en fait, je suis très heureux parce qu'il y a une cohérence entre le plaisir que j'ai pris, moi, de C'est bosser clair. avec ces gens que j'admirais, que ça soit le Dircast, les réals ou le comédien ou machin. Mhm. Cohérence entre le kiff que j'ai pris à titre personnel et ce que ça a donné, quoi le produit fini, quoi le sorti Mhm. et avec les retours du public et même des professionnels, tu vois, j'ai reçu des messages d'autres comédiens ou des metteurs en scène, des prods, quoi. Et donc, ouais, non, c'est cool, je suis très content, en fait. Mais toi, justement, tu le vis comment? Parce que toi, on parlait souvent de ce syndrome d'imposteur. Le fait d'être validé comme ça, d'avoir des retours, comment ça? Comment tu te ressens? Comment tu ressens? En vrai, à chaque fois que je reçois des trucs comme ça, je peux pas m'empêcher de chercher la faille, de me dire, mais allez, tu vois ce que je veux dire? Genre, à quel Mhm. moment, mec, tu vois? Tu doutes, ouais. Tu vois, j'ai une scène, j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. Mais Mhm. tu sais, j'ai dit un truc. Quand on a été à la Projet Équipe, David, le directeur de casting, en sortant, on se lève, on était assis à quelques places d'écart du truc, donc on se lève, on va vers les escaliers, tu vois, vers l'allée centrale ensemble comme ça, et il arrive à ma hauteur, et il me dit bravo, t'étais très bien dedans. Et moi, je lui dis merci, mais intérieurement, je dis, pour nous une caisse parce qu'il a rien à dire. À quel moment je suis très bien dans un truc où j'envoie, tu vois, quelques C'est vrai. répliques, tu vois, Mhm. il n'y a pas la place d'être très bien. Enfin, j'y crois pas, tu vois ce que je veux dire. Et puis Mhm. petit à petit, quand il y en a beaucoup, quand il y en a quelques-unes et machin, je finis par entendre le truc et je fais ce que je viens de faire là. Je te dis, quand tu as un bon partenaire, quand tu es bien filmé, quand tu es bien casté, ça roule. C'est qu'en fait, je vais toujours chercher. Et ça, pour le coup, je crois que c'est peut-être un mécanisme de défense de le verbaliser, mais je crois que c'est la vérité aussi. C'est que je crois que tu fais rien tout seul. Si tu es bien casté, bien filmé et que tu as un bon partenaire, je pense que ça devrait rouler, tu vois. Et après, j'ai taffé. Et après, il y a ça aussi. C'est que vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Et je me dis, eh ben, écoute, allez, le travail a payé, là, tu vois. Donc, prends ton kiff. Prends ton kiff, tu vois. Peut-être que sur ce projet-là, ça annule un tout petit peu le syndrome de l'imposteur, mais jusqu'à quand? Jusqu'au prochain projet, tu vois. Après, tu regardes l'étape d'après, tu dis, ah, là, il n'y a rien, là, on m'appelle pas. Ça fait pas de prix. Ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc bon, c'est comme ça, quoi.
Non, mais j'aime bien ce que tu dis parce que tu dis t'as fait parce que c'était juste un petit rôle d'une journée. Parce que des fois, quand t'es acteur, tu vas recevoir des castings, c'est une journée, 10 jours. Et des fois, tu te dis, pourquoi je vais me prendre la tête pour une journée? Tu vois? Donc là, le fait que toi, t'as fait ce process de le bosser comme c'était vraiment un premier rôle, ça change la donne en fait. Bah, en vrai, j'ai grandi de ce truc-là. Parce que le moteur qui m'a fait travailler comme un yinche, c'est que je me suis dit, tu peux pas laisser passer ta chance de bosser avec ces gars, tu vois. Que ce soit Tahar Rahim, Grand Corps Malade, mais d'y dire, et même de décevoir David Bertrand, tu vois. Il y a un directeur de casting comme ça qui t'appelle, ne le déçois pas, rentre dans sa tête, tu vois ce que je veux dire, qu'il pense à toi pour les prochains projets, ne le déçois pas. Et même lui, tu vois, lui, il va... Tu sais, un directeur de casting, souvent on oublie ça, mais un directeur de casting qui te propose un réal, bah, d'une certaine manière, il se porte garant pour le gars. Si t'arrives et que t'es un cave, on va lui dire, mais tu m'as proposé qui là? C'est un cave, ton comédien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, mon moteur, c'était ça. C'était de ne pas décevoir tous ces gens. Parce que c'est déjà une forme de confiance. Te faire passer le casting, te donner le rôle, c'est déjà une forme de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux pas croire une seule seconde que Tahar, d'une manière ou d'une autre, n'ait pas jeté un œil, tu vois, à qui il allait avoir en face, tu vois, ou qu'il n'ait pas donné son avis. D'abord parce qu'ils sont trop proches, ils sont très très proches, ils sont même en pote, tu vois, même en pote, il a jeté un œil, tu vois, parce que ça c'est une bande très proche, Arnaud Chotard, Jean-Rachid Calouche, tu vois. Donc il y a une forme de confiance chez tous ces gens-là, le partenaire, les réals, les artistes. Et tu peux pas la trahir cette confiance. Moi j'ai grandi comme ça, moi j'ai ce délire-là de me dire les deux seules valeurs qui comptent, c'est une parole donnée et le travail fourni, tu vois. Donc tu peux pas trahir une confiance. Sauf que pour ce rôle, j'ai travaillé pour ce moteur-là. Et il m'est déjà arrivé par le passé d'avoir une journée, 2 jours, 3 jours à droite à gauche et d'y aller en disant, allez, c'est 3 jours, tu vois. Il y a 4 répliques, on s'en fout, tu vois. Et avec le recul, je me dis, c'est quoi les trucs qui t'ont mis le plus en avant? Les trucs où les gens ils t'ont repéré? Et ben, c'est toujours les trucs où j'ai beaucoup bossé. Et à chaque fois, le moteur était différent. Mais c'était jamais le moteur de m'investir pour le projet. Et tu vois, tout à l'heure, tu me demandais, est-ce que tu choisis tes trucs? Moi, c'est sûr que je passe des castings. Bien sûr que oui, je passe des castings. Ça m'est arrivé quand je de pas passer un casting. Ça peut m'arriver de pas en passer un dedans. Mais bien sûr que je passe des castings. En revanche, j'ai changé un truc depuis, grosso modo, le Covid. On va dire depuis que j'ai mes enfants. Parce que ma fille est née en fin 2019. Ma fille, elle est née à fin 2019 et on est confiné début 2020. Ouais, après Covid, tout est un peu conjoint. Donc, je sais pas si c'est l'arrivée des enfants, le Covid qui te fait cogiter, machin. Mais en tout cas, j'ai pris le parti de choisir mes projets autant que faire se peut, d'être capable de dire non à des trucs, de pas y aller pour l'oseille, pour mettre une ligne sur le TV ou machin, pour avoir du coup un investissement à fond, tu vois, un investissement de 10 000. Et tu vois, aujourd'hui, quand je regarde ma filmographie, c'est des petites partitions sur des magnifiques fresques. Et moi, je suis fier de ça. Tu vois, quand je fais Divertimento, je suis très fier de ce que ça raconte et de comment c'est réalisé. Quand je fais Aznavour, je suis très, très fier. Quand je fais, tu vois, j'ai des petites partitions sur des trucs dont je suis très fier. Il y a pas le, comment dirais-je, le truc alimentaire que je pouvais faire avant, tu vois. Et tu vois, il y a quelques temps de ça, j'avais accepté une journée de tournage sur une série de TF1, tu vois. C'était juste un jour. J'étais très content de travailler, en fait. Mais j'y allais parce que j'étais content de travailler. J'y allais parce que je me disais, ça peut faire des petits, on peut repenser à toi pour autre chose. Mais les trucs en lui-même m'intéressaient pas. Ni ce que je jouais, ni ce que ça racontait ou comme ça. J'étais un rôle de costume. En fait, t'as des rôles avec des prénoms et puis t'as des rôles de costume. T'es des faire-valoir dans l'histoire. C'est juste des costumes. Et à chaque fois que je me suis éclaté, c'était des trucs où j'avais trouvé en moi le moteur pour me faire aller plus loin, pour me faire travailler. Soit la confiance du réal avec qui je me suis très bien entendu. Tu vois, par exemple, avec Jacques Malater sur l'affaire de se mettre le corps, c'est quelqu'un qui m'a donné énormément confiance en moi. On a beaucoup bossé, j'ai quitté ce truc-là. Bruno Chiche aussi, j'étais fier, infiniment fier de bosser avec Bruno Chiche. Et j'étais très heureux de ce que je faisais. Tous ces films-là, c'est des endroits où j'ai trouvé le moteur. Et aujourd'hui, je me dis, ce moteur-là, il faut pas que tu arrives à le trouver superficiellement une fois que c'est fait. Il faut, comme pour Aznavour, il faut que tu le trouves en avant au moment d'accepter ou pas le casting. C'est à cet endroit-là qu'il faut que tu trouves ton énergie de dire, j'y vais ou j'y vais pas. Je vais pas leur faire perdre leur temps et perdre le mien. J'aime pas. Il y a plein de mecs qui ont envie de bosser. Calmos. Sauf que ça, comme je disais tout à l'heure, et j'en parlais à propos de Tahar Rahim, qui
à un tapis de tranquillité avec 2 Césars le même soir pour être patient, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais c'est vrai que si tu arrives à trouver tranquillité d'esprit, ce qui est compliqué quand tu es comédien, et que tu arrives à back-upper un peu et à prendre ton temps et à refuser des trucs, bah là, tu commences à rentrer dans un délire. Tu vois, là, par exemple, au théâtre, bah, je prends plus la pièce juste pour dire que j'ai une actu, tu vois. Là, en ce moment, au théâtre, c'est une pièce qui parle de la naissance d'une démocratie, que j'ai écrite d'ailleurs, et sur laquelle je suis infiniment fier de porter ce message. C'était l'été dernier une pièce qui parlait d'un personnage, je jouais un personnage en transition, qui commençait de nuit et qui finissait sauté. C'est des messages que je tends à porter et desquels je suis fier et que je peux défendre, tu vois. Et il est là, le moteur. En fait, t'es à cet endroit-là pour le truc et ça démarre dès le casting. J'y vais ou j'y vais pas? Et pourquoi j'y vais, pourquoi j'y vais pas? Leur fais pas perdre ton temps, t'as pas envie d'y aller. Il y a plein de comédiens qui tapent à la porte. C'est clair. Mais du coup, comment toi tu trouves un peu cet équilibre? T'écris, t'es parent, t'es acteur. Comment on balance un peu tout ça au quotidien? Ben, c'est drôle parce que le directeur, le caissier du théâtre où je jouais l'été dernier, mais c'est le théâtre où je jouais l'été dernier, mais c'était sur une pièce avant, il y a 2-3 ans. À chaque fois qu'il me voyait arriver le soir pour venir jouer, j'arrivais, j'allais dire bonjour à la caisse, puis j'allais derrière. À chaque fois, il me disait, ça n'est pas possible. Il me dit, j'ai jamais vu un comédien qui arrive à trouver cet équilibre entre avoir une famille, faire du doublage, faire du théâtre, faire du cinéma, faire de la télé, il y a un truc qui va pas. Et moi, j'arrive à trouver cet équilibre dans le fait que d'abord, j'ai une compagne qui comprend ce que je fais et il faut prendre une passion. Une passion, c'est dévorant, c'est à la fois chronophage, mais au-delà d'être chronophage, même quand tu es là, parfois t'es pas là. D'ailleurs, il y a une scène dans Aznavour à laquelle je m'identifie beaucoup, où sa femme lui dit, mais même quand t'es avec nous, t'es avec eux. Et en fait, il y a ce truc-là. Moi, je me souviens quand je travaillais sur le film de Bruno Chiche, on tournait à Lille. J'avais plusieurs jours de tournage là-dessus. J'avais beaucoup de temps, j'avais un rôle important. Et en fait, on faisait les allers-retours à Lille, on restait là-bas, tu vois, la semaine pour tourner, puis on rentrait le week-end. Et ma compagne m'a dit, tous les week-ends, quand tu rentres, t'es pas là, quoi. Ta tête, elle est ailleurs. Et en fait, il faut accepter aussi l'idée que quand tu te mets dans un rôle, quand tu te mets dans une obligation, quand tu te mets dans un truc, t'es pas là et elle accepte ça, ce qui donne une grande facilité aussi, moi, de me mettre à 100% dans les trucs et de me dire, OK, c'est cool, tu vois. Et puis, puis après, le truc qu'il y a, c'est que, quand tu essaies de faire mes choix, ça veut dire qu'il y a des moments où t'es pas là du tout. Il y a des moments où tu es là beaucoup et quand je suis là beaucoup, j'essaie de compenser. Tu vois, là, tout à l'heure, je vais aller chercher des enfants à l'école. Le matin, je les emmène. Je fais la cuisine. J'essaie d'être à la baraque pour de vrai, tu vois. C'est clair. Et je triche pas, quoi. Après, le seul truc que je fais très peu, et je pense que ça n'a rien à voir avec cet équilibre, je pense que c'est aussi une affaire de goût personnel et tout ça, parce que j'aime pas. Je fais pas beaucoup les sorties, quoi, ce qu'on pourrait appeler les mondanités, quoi. Tu vois, je vais pas trop, je vais voir des pièces parce qu'en plus, moi, j'ai la carte des Molières et je suis votant aux Molières, donc je vais voir beaucoup de pièces pour voter intelligemment et voir des choses. Et puis, je suis très curieux et puis je suis passionné, j'adore ça. Donc, je vais au théâtre beaucoup. J'essaie de choisir mes moments, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui se fait en journée, j'essaie de voir les films sur les avant-premières. J'essaie tu vois, d'aller au film. Mais je vais pas faire les grandes soirées, tu vois. Je suis pas un grand fêtard, quoi. J'ai jamais été, tu vois, moi, je bois pas d'alcool, je suis une pâche. Je m'amuse, tu vois, je suis un mec qui sait se marrer dans la vie, mais je suis pas un mec de la night, quoi, tu vois, donc je vais pas sortir jusqu'à 3 du matin, ça, je le fais pas, c'est vrai. Donc je suis cocus, les objectifs, c'est mes gamins, c'est ma vie de famille, et puis tout mon taf, quoi, et j'essaie d'équilibrer ça au mieux que je peux. Et puis après, il y a un truc aussi, c'est que je garde toujours en tête, c'est que mes gamins, c'est maintenant. Tu vois, dans 5, 6, 7 ans, ils auront pas envie que j'en lis une histoire le soir. C'est quand même plus à la maison. Tu vois, ils vont être avec des copains au playground, machin, etc. Je les verrai plus. Donc c'est maintenant pour que je sois là. Quand ils voudront plus de moi, quand ils seront avec leurs potes, ils auront 15 piges, 16 piges, 17 piges. Quand ils seront peut-être même partis faire des études secondaires à l'étranger, j'aurai 1000 fois le temps, tu vois, de travailler comme un fou, tu vois. Donc j'essaie d'équilibrer comme ça, en essayant d'être un peu intelligent aussi sur le temps que je donne à qui et à quel moment. Si tu parles de ces gamins, est-ce que les gamins réalisent encore que papa est artiste? Ou ils sont encore trop jeunes ou de plus en plus. Déjà, mes enfants, alors nous, on les emmène beaucoup au théâtre et ils adorent ça. Donc, forcément, ils ont une vraie confiance que c'est le spectacle, voilà, le cinéma, tout ça, etc. Très régulièrement à la maison, on projette des films, tu vois,
tu vois, on sort le vidéoprojecteur et puis on fait des soirées films en fonction de leur âge, tu vois, donc ils choisissent le film et tout ça. Et j'ai une vraie conscience de ça. Après, nous, on regarde pas la télé à la maison. Ok. On a une télé qu'on branche sur un lecteur DVD, mais on n'a pas la télé, on regarde pas la télé. C'est ça. Et donc, du coup, ils me voient pas, tu vois, directement dans les séries, dans les pubs, dans les films. Et par contre, ils ont les copains qui me Ce que j'allais voient dire. et qui leur disent, ah, j'ai eu ton père. Là, il y avait un copain de mon fils qui m'avait vu dans la McDo, tu vois, et là, ton père. Là, il y a un copain de mon fils qui m'a vu dans Aznavour. Là, la maîtresse de mon fils aussi qui m'avait Ah vu dans ouais. un truc, tu vois. Donc forcément, du coup, ils réalisent de plus en plus. Et puis, tu sais, ils sont souvent avec moi, là, et ils sont venus passer quelques jours avec moi au Festival d'Avignon l'été dernier. Alors, c'était drôle parce que il se trouve que l'été dernier à Avignon, j'ai eu énormément de chance. J'ai vécu mon petit quart d'heure en Warhol théâtre. La pièce a eu beaucoup de succès. Et les 5 jours où ils sont venus, et puis, tu sais, Avignon, c'est un petit microcosme. Tu sais, un petit village de gens de Bien théâtre, sûr. ils sont les mêmes. Tu recroises les gens dans la rue et il faut que le spectacle a vraiment eu. Tu sais, donc, quand je sortais dans la rue avec eux, les gens m'arrêtaient, oh, le spectacle, c'est génial, etc. Machin. Et ton père, il est comme ça. Et donc, du coup, oui, ils ont ce truc, tu vois, de l'entendre. Après, pour eux, ça veut rien dire, quoi. Et puis, en plus, comment dire, moi, je suis à la maison tout le temps avec eux, je suis admiratif d'autres acteurs, je me place au même endroit qu'eux, tu vois, donc eux, pour eux, il n'y a pas ce délire-là. Bien sûr, ouais. Je sais pas s'ils se rendent compte de ce que ça veut dire, et puis je suis pas connu, donc tu vois. Bien sûr, ouais. Avant d'avoir mes enfants, je faisais une émission de télé sur la 8 où je lisais des livres. Et la récurrence de cette émission, parce que j'ai fait ça pendant 11 ans, et très régulièrement le soir, et la récurrence de l'émission, plus les émissions dans lesquelles on m'invitait pour parler de cette émission, écouter de la télé, c'est plus fort encore que le film ou le théâtre pour rentrer chez les gens, fait que dans la rue, on me reconnaissait. Et puis, comme c'était une émission de lecture, et j'avais pas un personnage, j'intervenais en mon nom propre, il y avait mon nom en bas de l'écran sur un bandeau. Ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, oui, j'avais une petite visibilité, une petite notoriété. Ils avaient été là à ce moment-là, peut-être ça leur aurait fait bizarre parce que, ouais, effectivement, on m'arrêtait dans la rue, on me faisait des clips de loin. Je me souviens une fois dans un embouteillage, la voiture d'en face qui baisse très vite pour me dire, ah, et donc, du coup, ouais, peut-être. Mais là, avec ce que je fais, non, il y a juste le truc de me dire, tiens, c'est drôle, papa, il va au théâtre au soir, il connaît le théâtre, mais les films que je fais sont pas des films pour enfants spécialement, et ils sont encore petits, donc ils vont pas les voir. Ce que je fais comme film ou comme série télé, ils les voient pas parce qu'ils regardent pas la télé, donc ils n'ont pas encore ce truc-là, quoi. Mais je pense que s'ils regardaient la télé, ils étaient en train de regarder, et qu'au milieu d'un programme, il y avait une pub, et oh, c'est papa, oui, il a falloir famille. Et mon fils, ça lui arrivait, ça. Ah ouais, ok. Ouais, parce qu'on était en vacances dans un Airbnb où on n'avait pas accès à ce qu'on voulait. Il avait mis un dessin animé sur YouTube. Ouais. Et j'avais fait une pub, je sais pourquoi, je crois un truc de jouets, Toys R Us, enfin, en tout cas, un truc lié aux enfants. Ah, ou Happy Meal, je crois, je sais plus. Et entre deux dessins animés, il y a eu une pub où c'était moi. Il a bugué. Il a bugué, quoi. Mais ouais, non, ils savent ce que je fais. Après, qu'est-ce que ça évoque pour eux dans leur tête? Ouais, c'est trop tôt. Tu sais, maintenant, si on parlait un peu technique, parce que je t'ai vu, tu as joué dans plusieurs. Tu manies les langues, tu joues en anglais, tu as joué en espagnol. Je crois que tu as même joué en italien aussi. Est-ce que tu as une technique? Non, je parle pas italien. Ok. Non, tu as joué en italien? Non, j'ai cru voir un truc. Non, en portugais. Ah ouais, c'était portugais, ouais. Ouais, portugais. Est-ce que tu as une technique pour passer d'une langue à une autre? Alors, j'ai pas de technique pour passer d'une langue à une autre. Par contre, quand je décroche un rôle dans ces langues-là, ou avec ces accents-là, parce que parfois je joue avec l'accent de la langue que je parle. Donc moi, je parle portugais, espagnol, français et anglais. Et en fait, souvent, ce qui va me manquer le plus, c'est la pratique au quotidien, le vocabulaire, la pratique. Et donc, très souvent, quand je vais décrocher un rôle dans ces langues-là ou avec ces accents-là, il va vraiment falloir que je me mette dedans longtemps. Tu vois ce que je veux dire, dans une espèce de continuité. Et ça, c'est le truc un peu rigolo et à la fois lourd à la maison. Ça fait rire les enfants, mais au bout d'un moment, c'est dingue. C'est qu'à la maison, je vais parler avec cet accent ou dans cette langue en permanence, tu vois. Ah ouais. Le temps du projet, tu vois, parce que je veux garder cette fluidité, cette facilité. Moi, je les parle et c'est comme le vélo, tu vois, ça se perd pas. Mais imagine que t'as pas fait de vélo depuis 10 piges. Au moment où tu vas monter dessus, les 2-3 premiers coups de pédale, ils sont un peu hésitants. Et au moment du tournage, on a besoin que ça soit hyper fluide, tu vois. Donc toi, il va falloir que tu te remettes dedans et que quoi. Donc voilà. Alors le portugais un peu moins, mais un peu quand même, mais un peu moins parce que c'est une langue maternelle. L'espagnol,
un tout petit peu plus que le portugais, mais encore un peu moins que l'anglais, et puis après l'anglais. Mhm. Mais ouais, j'ai pas de technique, mais par contre, il faut que je me mette vraiment dedans pour pas me faire piéger, quoi, tu vois. Mhm. Le plus dur, c'est ça, c'est de switcher très rapidement de l'une à l'autre, et souvent à cause des faux amis, du vocabulaire, de la pratique, en fait. Une langue, c'est Mhm. comme tout, hein, si tu la pratiques pas au quotidien, tu perds un peu une espèce de fluidité, quoi. Donc, Mhm. Là, c'est la partie promo de l'émission. Donc, qu'est-ce qui arrive pour toi bientôt, Lionel? On sait qu'il y a Aznavour en ce moment. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres projets? On peut te voir, etc. et tout. Écoute, pour l'instant, à l'image d'Aznavour, les autres trucs, c'est dans trop longtemps, c'est des projets qui sont encore dans l'œuf. Mhm. Et sinon, en théâtre, je continue à tourner avec le spectacle dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai créé au Festival d'Avignon. Ça s'appelle Mhm. La Pleuropédie. C'est un seul en scène que j'ai écrit et qui parle de la révolution des œillets. Donc, c'est la Mhm. révolution portugaise. Donc, la dictature portugaise, celle de Salazar, Mhm. qui est une dictature cuisine, si tu veux, de celle de Mussolini en Italie, de Franco en Espagne, ou d'Hitler en Allemagne, Mhm. qui est une dictature très violente. Cette dictature portugaise, elle a été la plus longue dictature d'Europe. Elle a duré 50 ans et elle est tombée en 74. On est en 2024, c'est-à-dire il y a 50 ans. Donc, Mhm. c'est-à-dire que hier, il y a 50 ans, hein, donc, pas quel âge ont tes parents, tu vois, mais hier, Mhm. quoi. C'est clair. Hier, il y a un pays qui a 2 heures d'avion d'ici, où tout le monde dit que c'est génial d'y aller, de manger de la sardine et de se balader au bord de la plage, qui était une dictature extrêmement violente, qui Mhm. s'appuyait sur les guerres de colonies en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, entre autres. Et, euh, et il se trouve que cette dictature très violente, où il y avait Mhm. des tortures, des disparitions, des meurtres d'État, où il y avait des écoles de tir où on leur apprenait à être des hommes au foyer, où il y avait voilà, une dictature quoi, extrêmement violente, quoi, vraiment une dictature comme aujourd'hui le monde peut en connaître dans des pays, on va dire un peu plus à l'est ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Et cette dictature, et c'est un peu la particularité, c'est ce que j'ai voulu raconter, après 50 ans voilà, d'exercice, tu vois, et comment dire, de terreur, elle va tomber en quelques heures, en quelques jours, avec des fleurs, des chansons et des poèmes, juste par l'union du peuple, emmené par quelques jeunes militaires d'armée. Et ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché, que je connaissais pas, une histoire qui est liée à une partie de ma famille. Et, euh, et je connaissais pas cette histoire, je me suis beaucoup intéressé, j'en ai parlé avec ma grand-mère et j'ai fini par écrire ce spectacle. Et, et c'est un spectacle dont je suis très très fier, qui raconte ça. Ça raconte comment des jeunes militaires de 20-25 ans se disent, mais attends, nous, on est une jeune capitaine d'armée, si on arrête d'obéir aux ordres du dictateur, on ne peut plus rien. Le Mhm. dictateur, c'est un mec tout seul dans un... Bah Et non, c'est donc, clair. ils vont travailler à essayer de communiquer entre eux pour essayer de partir tous ensemble. Et donc, il y a un top départ qui est donné avec un code glissé dans le Fado, qui est diffusé sur la radio d'État et qui passe entre les mailles du filet de la censure. Et tout le peuple portugais va suivre ces jeunes militaires. Il y a une marée humaine de plusieurs millions de personnes qui va marcher sur Lisbonne. Et là, bah, c'est imbattable, quoi. C'est-à-dire que même si le dictateur, il veut tirer dans la Ouais, foule, c'est il va clair, tuer faut rien 10, faire. 15, 20 personnes et après, Mhm. et donc, oui, il se rend. Et seulement 2 ans après que les premières élections sont mises en place, parce qu'il faut un temps d'organisation, évidemment. Mhm. Mais en tout cas, ça tombe, voilà, le 25 avril 1974, la dictature de Salazar tombe, de cette manière-là que je trouve, à la fois hyper courageuse, Mhm. porteuse d'espoir de ce qu'on est et de ce qu'on peut faire tous ensemble si on est tous unis, belle parce que, poétique, avec des fleurs, des chansons, des poèmes, il y a quelque chose qui est symbolique. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, ah là là, c'est incroyable la vie, il faudrait presque avoir écrit cette histoire et tout. Bah là, pour le coup, ça m'a fait ça avec la Révolution des Vosges. On fait une fiction d'une dictature qui tombe comme ça, personne n'y croit, tu vois, c'est impossible. Et surtout, je me suis demandé, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait encore? La société a évolué, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Mhm. 50 ans. Il y a 50 ans, t'as encore que des téléphones fixes. Aujourd'hui, t'as des réseaux sociaux. Donc, tu vois bien le Bien sûr. grand écart, quoi. Et je me suis dit, nous, Mhm. on change avec ces changements. Enfin, que ces changements technologiques sont pas juste des changements technologiques, c'est des changements Mhm. technologiques qui nous affectent. Et donc, moi, je me suis dit, mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de s'unir comme ça, pacifiquement, pour faire tomber un dictateur? Et puis, Mhm. je me suis demandé aussi ce qu'était l'état de nos démocraties. Parce que cette dictature, elle arrive en 1928, je crois, mais elle arrive doucement. C'est-à-dire que d'abord, on prend tes droits tout doucement. On explique aux femmes qu'on va leur faire porter des jupes longues de 80 cm s'ils vivent, Mhm. pour les protéger, tu vois, du viol des hommes.
Et puis, petit à petit, on prend le contrôle de la manière dont on les habille. Et là, ça, quelque part, cette casse au Portugal, Salazar. C'est pas un exemple, je te donne. Petit à petit, Népi, elle se dit, ah bah oui, c'est pour mon bien. Ah bah c'est pour mon bien. Ah bah je peux pas m'habiller comme je veux, tu vois. Et en fait, le fait que ça grignote comme ça petit à petit et doucement jusqu'à arriver à prendre mon retour, bah fait beaucoup m'interroger sur le monde dans lequel on vit. Et je me dis, tiens, quand tu dissous l'assemblée ou qu'on vote tous une certaine couleur et que toi, tu mets une nouvelle assemblée de couleur, qu'est-ce que ça raconte? Quand tu fais un référendum pour aller ou pas en Europe et qu'on te dit qu'on veut pas y aller, tu vas quand même, qu'est-ce que ça raconte? Et petit à petit, ces petits détails-là, quand on n'écoute pas la majorité, bah, c'est-à-dire qu'on écoute plus qu'à la démocratie. Et si on écoute plus qu'à la démocratie, bah, on glisse doucement vers un régime, en tout cas, qui n'est plus une démocratie. C'est pas une dictature, parce que nous, en France, on a énormément de chance, on peut encore dire ce qu'on pense, on peut s'exprimer, on peut faire, mais c'est fragile, tout ça. C'est fragile, c'est récent. Voilà. Et donc, tout ça, ça m'a interpellé. J'ai écrit ce spectacle à Fleur au Fusil. C'est Jean-Philippe Daguerre qui est en scène. On l'a créé à Avignon et on continue de tourner. Alors, il y aura un nouveau festival d'Avignon en juillet prochain, et entre-temps, on a des dates de tournée là, tout début 2025, janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à juillet de retourner à Avignon. Jean-Philippe Daguerre, c'est une grande histoire d'amour. Vous travaillez souvent ensemble, hein, avec Aladdin, etc. Déjà ouais, et tout. mais tu vois, c'est marrant que tu dis c'est une grande histoire d'amour, parce que quand tu regardes mon CV, t'as l'impression qu'on est hyper proche et que c'est une grande histoire d'amour, et en vérité, ben, j'ai été le chercher, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est marrant, j'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle raconte aussi la détermination et parfois tu te dis, ah, j'ai accompli ça, quoi. Tu vois, j'ai un peu gravi. Mais Jean-Philippe Daguerre, j'ai été voir, alors je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'était en 2009, tu vois, comme ça, 2009, peut-être La Poute Enchantée qui mettait en scène dans un théâtre qui s'appelait le Comédia à l'époque et aujourd'hui qui a changé de nom, je sais pas comment il s'appelle, mais qui est toujours là, mais qui a changé de nom. Et sur le trottoir, je suis fasciné par ce jeune. Bah, ça change ma perception de tout ce que j'ai pu imaginer jusque-là, tu vois. Moi, la manière dont j'arrive dans ce métier fait que j'y arrive pas. J'ai aucune culture théâtrale, j'ai rien, tu vois. Je suis tout neuf, quoi, tu vois. Et à un moment donné, je vois ça et blah, quoi, je prends une patate, je me dis, putain, c'est fou, quoi. C'est beau, c'est fort, ça tient la route, incroyable. Et je suis bluffé par un des comédiens qui s'appelle Stéphane Beau. Et je suis sur le trottoir, moi, je les attends, peur de pas aller leur parler, tu vois. Et j'y vais pas, je leur parle pas. Et je me dis, il faut que je bosse avec ce mec. Bon, j'ai trop envie de bosser avec ce mec. Et donc, on m'explique qu'il est très fan de foot. Je me dis, ah, j'ai une porte d'entrée, tu vois. Je vais lui parler de foot, je vais lui parler de ce que j'ai fait moi avant. Et je sais plus qui me dit qu'il va souvent, parce qu'à ce moment-là, il est mis en scène au théâtre du gymnase en matinée, et qu'il va souvent au café qui est à côté du gymnase. Et donc, je me mets à acheter l'équipe que je n'achète jamais. Je le lis pas, d'ailleurs. Et je vais au café en question et je pose l'équipe sur la table et je me dis, il arrive, paf, m'interpelle, il y a l'équipe, tu vois. Et je me mets à aller là-bas et j'attends bêtement, tu vois, et je le croise jamais. Je me trouve ridicule, tu vois, et c'est pas comme ça que ça marche. Et en même temps, j'ai pas de porte d'entrée, je connais personne dans ce métier. Et puis, moi, à ce moment-là, je me dis, tu vas pas lui écrire, tu vas faire, quoi. Et donc, du coup, je le croise jamais. Et puis, en temps, bah, moi, je continue à travailler, tu vois. Et donc, je suis pris sur un spectacle qui va se jouer au gymnase, mis en scène par un metteur en scène que Jean-Philippe connaît. Et donc, Jean-Philippe vient voir ce spectacle. Mais moi, je le sais pas à ce moment-là. Et il me vient à la dernière. Il se trouve qu'à la dernière, il y a beaucoup de blagues des dernières qui sont faites. Mais c'est pas moi qui les fais. La plupart, je les subis. Sauf que j'ai le premier rôle de ce spectacle, donc je suis lié à toutes les blagues des dernières. Et certaines se voient par le public. Notamment, on avait un combat au bâton. Bon, on devait traverser toute la scène en faisant un combat au bâton. Et en fait, j'ai un partenaire qui a scié les bâtons en deux. Et donc, au lieu d'avoir des grands bâtons où tu peux faire les combats, nous, on devait sortir à court et on devait faire tout le tour du théâtre en courant et rentrer à un jardin parce que ça devait aller très vite. Et donc, on devait juste attraper les bâtons, tac, on rentre et on se met à se battre. Et donc, moi, j'attrape les bâtons sans voir et hop, j'arrive sur scène. Le bâton est grand comme ça. Et on se retrouve à faire un petit combat. Donc, des choses qui peuvent tu vois, des trucs qui sont rigolos, mais qui peuvent se voir par le public. Et Jean-Philippe déteste ça. Et donc, j'apprends plus tard qu'il était là, mais qu'il a pas du tout aimé dès qu'on fasse des blagues dernières. Il dit le public a payé sa place pareil, rien à foutre que c'était votre dernière et tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais il se met en tête que, certainement parce que j'ai une personnalité un peu rigolote et machin, mais il se met en tête que c'est moi, tu vois. Et puis comme j'ai le premier rôle, je suis tout le temps sur scène au moment des blagues des dernières parce que je suis dans toutes les scènes. Donc lui, il se dit c'est lui. Et donc j'apprends que il a pas kiffé. Je vais me dire ah non, putain, je me suis tiré une balle dans le pied sans rien faire. Je suis vraiment deg, tu vois, dégoûté et tout.
Et en fait, je sais pas trop exactement ce qui se passe, mais il semblerait qu'au moment où il projette de faire son casting pour Aladdin, ça soit la chorégraphe du spectacle, qui était aussi la chorégraphe du spectacle qu'il est venu voir là où il y avait l'année dernière, qui était la nôtre, qui s'appelle Marie Mousson, qui me dit, tu me rappelles Lionel. Je crois qu'il m'appelle un peu sur la fin des sélections de casting, tu vois, genre sans trop y croire. Et en fait, j'y vais et je décroche le casting. Et je deviens son Aladdin. En fait, pendant que je deviens son Aladdin, moi, je bosse avec le gars qui m'a fait kiffer, tu vois. Et donc là, je suis un bon petit soldat. Tu vois, dans ma tête, on est 11 au plateau sur ce projet-là, tu vois. Non, je crois qu'on est 13. On est 13 comédiens au plateau. Et puis, il va y avoir un remaniement du spectacle. Certains vont doubler des rôles et on va passer mieux, tu vois. Mais moi, dans ma tête, on est une équipe de foot. Je suis dans les vestiaires, tu vois. Après, je vais sur scène. Je suis dans un... Et je me dois à ça, tu vois. Je suis dans une truc de reconnaissance monstrueuse. Et donc, je veux rien lâcher. Je veux jamais le trahir. Je lui dois tout. Je veux bosser avec ce mec. Je kiffe ce qu'on fait. Je kiffe de bosser avec lui. Je kiffe d'être enfin parvenu, tu vois. Et puis, par chance, quoi, tu vois. Qu'est-ce que j'avais comme chance qu'il m'appelle? En plus, ce qui est drôle, c'est quand il m'appelle pour me proposer le casting, le soir où il m'appelle, je m'en souviendrai toute ma vie. On est le 31 décembre 2010. Écoute-moi bien. Ce jour-là, j'avais décroché un rôle dans une pièce et le metteur en scène de la pièce en question m'appelle genre le 24 décembre. Donc, faut voir le tact du gars. Tu vois. Il m'appelle la veille de Noël pour me dire le rôle que je t'ai donné, je te le reprends, je vais le donner à mon fils. Oh, parce que son fils est comédien aussi et que j'imagine qu'à ce moment-là, il avait pas de table. Ouais. Moi, la veille de Noël, on me reprend un rôle qu'on m'avait donné, que j'avais arraché au casting, tu vois. Mais grave, t'as travaillé pour ça. Pour le donner au fils du gars. Et moi, je me dis, allez, laisse tomber. Je commence à nourrir un truc terrible. Je me dis, c'est comme une petite fils d'eux, j'y arriverai jamais. Je suis pas comme eux. J'arrive pas de ce milieu. J'arrive d'ailleurs. Ils veulent pas de moi. J'ai pas les codes. J'ai pas le vocabulaire. J'ai pas toute chose. Tu vois, vraiment, je commence à me torturer. Je me torture pendant une semaine. Et le 31 décembre, je pète un câble et je jette mon téléphone par terre. Il s'éclate. Et je dis, j'arrête ce taf, vraiment triste, quoi. Et ma meuf me dit, ah, calme-toi, viens, on va au cinéma voir Réponse avec mon neveu, viens avec nous, oublie tout ça, viens voir un film, on regarde Réponse, on se détend. Et je vais voir Réponse au cinéma le 31 décembre 2010. Je m'en rappelle très bien. Et on sort du cinéma et on va dans un magasin, dans une bijouterie, faire resserrer un bijou que je lui avais offert pour Noël, une semaine avant. Et en arrivant dans cette bijouterie, je lui dis, vas-y, rentre sur moi, je vais garder ton téléphone, je vais mettre ma puce dedans pour appeler mes parents, pour les rassurer, parce que je suis pas joignable depuis tout à l'heure, et leur souhaiter bonne année en amont, tu vois, et puis après, je raccroche, et comme ça, j'enlève ma puce, puis je me rachèterai un téléphone, on verra bien ce que je fais. Elle rentre dans le magasin, je mets ma puce dans son téléphone, et là, j'ai 3 messages. Il y en a un pour me dire que je suis validé pour les Jeunes Talents Canada 2000. Donc, au mois de mai prochain, je serai en train de monter les marches à Cannes et entre-temps, je vais tourner le film. Il y en a un autre pour me dire que je suis pris sur le film de Vincent Hazard, un film que j'ai tourné quasiment en même temps que les Jeunes Talents Canada qui s'appelait Nouvelle Cuisine, avec un acteur anglais qui était vraiment fantastique. On avait les 2 premiers rôles, l'anglais et moi, c'était assez cool. Et le troisième, c'est Jean-Philippe Daguerre pour me dire, est-ce que tu as envie de venir passer les essais pour Aladdin? Et il se trouve que je vais décrocher Aladdin, que je vais faire le film de Vincent Hazard, que je vais faire les Jeunes Talents Canada avec Frédéric Malègue. Je tourne avec Karim Leclou, je suis Jeunes Talents Canada avec Juliette Lambolet, avec Bastien Bouillon, avec tu vois, et je vais partir à Canada. Et du coup, mon année 2011, entre ces tournages en début d'année, le Festival de Cannes au mois de mai et le début du spectacle Aladdin au mois d'octobre, elle est monstrueuse. Et en plus, je crois que c'est en novembre ou décembre de cette année-là, de 2011, que je fais le film de Bruno Chiche. Tu vois. Donc vraiment, j'ai une année 2011 monstrueuse. Alors que le 31 décembre 2010, j'arrête mon taf. Mais au point de casser mon portable. Et donc parfois, quand j'y repense, je me dis... Et donc tu me disais, avec Jean-Philippe Daguerre, t'es une histoire d'amour. Bah ouais, une histoire d'amour, mais que moi, je suppose à sens unique pendant très longtemps. Parce que pendant toutes ces années où je suis son Aladdin, lui, il m'embarque sur aucun projet. Il fait 11 mises en scène par an et il m'embarque jamais nulle part. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Il m'aime pas ou quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que, bah voilà, je fais bien le job pour Aladdin, mais basta. Moi, je lui inspire rien. Et je vois des mecs qui ont le même type de physique que moi, qui partent, qui bossent avec lui. Je me dis, putain, mais je pourrais correspondre à ce rôle, tu vois. Notamment Kamel Isker, qui est un acteur formidable.
c'est vraiment génial et tout. Putain, mais pourquoi tu bosses avec Canel et pas avec moi? Et vraiment, je me tords ton esprit. Alors, à chaque fois, j'assure Aladdin, tu vois, je lâche rien, ne serait-ce que parce que j'adore le rôle, j'adore le théâtre nouveau au Palais Royal. Enfin, je suis comme un fou, tu sais, que moi, j'ai une fierté immense à jouer Aladdin. Immense. J'ai l'impression vraiment que mon taf sert à quelque chose quand je sors du spectacle, je vois les enfants qui ont des étoiles dans les yeux, c'est une fierté monstrueuse. Je suis extrêmement fier. Je suis dans une mise en scène de la guerre, dont je suis fier pour jouer un rôle iconique comme Aladdin. Les enfants kiffent, on est dans un théâtre monstrueux comme le Palais Royal. Je suis fier. Mais, au fond de moi, je me dis, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut, tu vois? Et ça commence à me torturer, quoi. Et je commence à le faire savoir, tu vois. J'en parle autour de moi. Faites courir le truc, que j'ai envie de bosser avec lui, qu'il l'entend, le truc. Jamais j'y vais totalement, tu vois. Donc, pour te dire qu'on n'est pas non plus comme ça, parce que j'ose jamais y aller totalement. Et puis, juste avant le Covid, il m'appelle pour me proposer une reprise de rôle dans un de ses spectacles. Mais le Covid arrive et le spectacle se fait pas. Mais moi, je devais la faire. Ce qui fait qu'il y a mon nom sur les flyers. Et moi, je retourne dans ce théâtre avec mes enfants pour voir un spectacle. Et mon fils, qui commence à savoir lire, il prend le flyer, il dit, mais papa, il y a ton nom là, et t'es pas dans le spectacle. Parce que ils avaient fait imprimer les flyers avec mon nom, alors qu'en fait, je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, comme le Covid est arrivé, je l'ai pas fait. Et post-Covid, le comédien que je devais remplacer était dispo finalement. Donc, du coup, je l'ai jamais fait. Donc, je me dis, ah putain, merde, même quand il me donne un truc, je le fais pas. Et puis là, donc je lui dis, mais c'est mort, quoi, tu vois. Je lui dis, il y a un destin qui est mort, quoi. Et puis là, il m'appelle pour me proposer la reprise de rôle de Kamel Nickel sur La Famille Ortiz. Et là, non, d'abord, il m'appelle pour me proposer le rôle du jeune dans le petit coiffeur. Et donc là, je suis vraiment fier, tu vois, qu'il me propose ça. Je me dis, ah putain, cool et tout. Il va me tester, tu vois, et il va me voir dans autre chose. Et pour de vrai, je fais une putain d'audition. J'avais travaillé comme jamais, je voulais être à la hauteur, je fais une putain d'audition. Il y a une scène où je dois aller chercher les larmes, je vais les chercher. Vraiment, je suis fier de moi. Je sens, je me dis, allez, je peux pas faire mieux, quoi. Là, s'il a pas kiffé, tu vois, c'est comme un rendez-vous galant, quoi, tu vois. Tu peux pas tricher sur ce que t'es. Là, si elle a pas aimé, tu peux pas être quelqu'un d'autre, tu vois. Et il me prend pas parce qu'il trouve que parce que tu sais, je sais pas si tu l'as vu cette pièce, Le Petit Coiffeur, mais en gros, t'as une différence d'âge dans l'histoire d'amour. Et donc, il faut qu'entre le comédien et la comédienne, il y ait une différence d'âge en la défaveur de la comédienne. Et il trouve que sur scène, on fait trop proche, quoi. Il y a pas assez de décalage. Je fais pas assez le petit jeune. Bon, j'entends l'info, tu vois, je suis très déçu, mais au moins, il me dit que j'ai fait une bonne audition et pour moi, je le sais. C'est-à-dire que comme il me le dit, ça me rend fier, mais en vrai, au fond de moi, je le sais. Je me dis, quoi que tu me dis, je sais que j'ai cartonné. C'est-à-dire que, en vrai, au fond de moi, je me dis, toi, t'as pas kiffé, c'est une affaire de subjective, tu vois, de kiff, mais moi, je sais que j'ai cartonné. Et derrière, je pense que j'ai vraiment cartonné parce qu'il va me proposer de remplacer Kamel Nickel sur La Famille Ortiz. Et là, je vais intégrer une équipe dans laquelle je vais jouer avec Stéphane Dauch, le comédien que j'avais kiffé dans La Flûte Enchantée au tout début quand j'avais vu la mise en scène de Jean-Philippe, quoi. Et donc là, je partage la scène avec Stéphane et je me dis, putain, c'est fou, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que cette histoire, La Famille Ortiz, c'était un spectacle très intime quand Jean-Philippe, qui est intimement lié à sa vie personnelle, etc. C'est une affaire de famille. Et du coup, qui me confie ce rôle sur une pièce qui compte à ce point pour lui, c'est quelqu'un de très sensible, genre. Et qui me confie ce rôle sur une pièce qui lui tient autant à cœur, qui est très proche de lui, très intime, pour remplacer Kamel, pour jouer avec Stéphane Dauch, entre autres, mais il y a aussi Bernard Malacara, il y avait des moutons, enfin, des acteurs incroyables. Pour de vrai, franchement, dans du coton, quoi, tu vois, je suis que avec des pointures, 100%. Il y en a pas un qui, tu vois, qui est un peu en dessous des autres, tu vois. Je me dis, c'est que des gens que je kiffe, tu vois, humainement et artistiquement. Et je suis avec Jean-Philippe encore. Et là, pareil, je me dis, il faut que tu sois au top du bon petit soldat. Et je taffe comme un fou. Et c'est une reprise de rôle. Donc, j'ai les vidéos, j'ai le texte, tu vois, j'ai tout, quoi. Et là, je me mets dans des rails. Et quand j'arrive à la première répète, je suis prêt à jouer. Et les autres comédiens lui disent, bah, il est prêt à jouer. Il n'y a rien à répéter. Donc, il me dirige un peu. Le lendemain, on vient avec la chorégraphe. La chorégraphe, elle l'appelle. Il a appris la choré, il est prêt à jouer. Moi, j'étais très fier parce que c'est ce que je voulais lui envoyer comme message. Je voulais lui dire, Jean-Philippe, t'as un bosseur en face de toi et t'as quelqu'un qui se sent, qui veut être à la hauteur de la confiance que tu lui accordes. Et donc voilà, les répètes sont écourtées, je me souviens. D'ailleurs, des répètes très agréables. On répétait en banlieue parisienne, là, on mangeait des flancs. Vraiment très agréable, mais très, très vite écourté. Je crois qu'on n'a même pas une semaine de répète, hein, genre 4 jours, comme ça. Parce que je voulais être au top, quoi, tu vois. J'avais appris, j'avais tout à la virgule près. Et voilà, on est parti en tournée avec La Famille Ortiz, j'ai touché. Et quand on est rentré de ça, il se trouve que j'ai décidé de couper Aladdin. Et je lui ai envoyé un grand mail pour espérer qu'il le prenne pas mal. J'avais très, très peur de me plier avec lui, mais j'avais besoin, tu vois, d'arrêter. Ça faisait plus de 10 ans que je faisais ça. J'avais besoin de me mettre un coup de pied au cou.
Et là, pour la peurophilie, le spectacle dont je te parlais, je me dis, allez, un peu de courage depuis tout ce temps et avec tous ces trucs. Là, ça y est, il t'a un peu validé avec l'audition du petit coiffeur. Hein. Propose-lui tes textes à la mise en scène. Et comme j'ai un peu honte, tu vois, de lui proposer mes textes, je sais pas, tu vois, il me connaît pas comme auteur, il me connaît comme comédien. Et même là, comme comédien, je te dis, on n'a pas un passif, quand on fait pas des soirées ensemble, on tape pas sur le micro. Pas mon meilleur pote, tu vois, c'est un mec avec qui je travaille, que je respecte beaucoup. Et, tu sais, à ce moment-là, moi, je suis même pas encore tout à fait à l'aise des blagues que je suis avec lui, tu vois, je suis avec lui, je suis pas avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je l'admire, parce qu'il y a cette distance, parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, Jean-Philippe me dit, tu connais vraiment rien au théâtre. Et il a raison, je connais que dalle au théâtre. Moi, je suis un instinctif, moi, je connais la scène et je la connais de mieux en mieux, mais même, je peux même pas dire que je la connais vraiment bien. D'ailleurs, qui connaît vraiment bien la scène? Et j'entendais une interview il y a pas longtemps de Denzel Washington qui disait qu'il retournait régulièrement jouer au théâtre parce qu'il apprend son métier. Il dit, j'apprends. Bah, c'est pareil, tu vois, t'apprends ton métier au théâtre tout le temps. Et lui, il a 70 piges, donc imagine ce qu'il me reste à apprendre. Et donc, du coup, je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, pendant le confinement, j'ai écrit 3 spectacles. En vérité, j'ai pas écrit. J'ai eu 3 idées. Mais moi, je lui dis, j'ai écrit 3 spectacles. Est-ce que je peux te les envoyer pour que tu lises, pour que tu me donnes ton avis? Je lui dis pas pour que tu me mettes en scène ou machin, pour que tu me donnes ton avis. Il me dit, bah écoute, moi je démarre là les répètes de mon spectacle. Viens, on déjeune ensemble et tu me parles. Et là, je me retrouve à déjeuner en tête-à-tête avec lui le premier jour des répètes de son nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'il y a une table à côté avec tout le reste de son équipe qu'il va délaisser entre guillemets pour venir déjeuner avec moi en tête-à-tête. Et moi, le simple fait de déjeuner en tête-à-tête avec lui, alors que ça fait 10 piges que je suis Aladdin, qu'on a fait la famille Ortiz, mais en fait, j'ai pas de lien, tu vois, c'est pas mon pote, quoi, tu vois, c'est un mec que j'admire, avec qui on bosse, on se respecte. Et encore, je dis on se respecte, je le respecte, je sais pas ce qu'il pense vraiment de moi, tu vois, et comme je suis dans ce syndrome d'imposteur, moi, je suis toujours persuadé que, et donc, je suis en face de lui. Et déjà, ça, c'est énorme. Alors que c'est un gars que je connais. Imagine les gars que je connais pas. Et là, je lui explique les 3 spectacles. Et il me dit, écoute, sur les 3 dont tu me parles, celui de la Révolution des œillets, il y a une date anniversaire. C'est-à-dire que c'est 74-2024, ça fait 50 ans. Peut-être qu'on devrait s'intéresser à ça. Moi, j'ai pas le temps de lire les 3, mais je peux lire celui-là. Et il dit, envoie-le moi. En fait, je rentre chez moi et je me mets à écrire, quoi. Parce que j'ai pas, tu vois. J'ai la trame du truc, j'ai ce que je veux raconter, mais j'ai rien. Et donc, je me mets à écrire. Là, je fais des feintes d'amateur, tu vois. Je lui envoie des trucs en disant, j'ai un truc de mail, je te l'envoie très vite. Je te l'ai envoyé, tu l'as pas reçu. Regarde tes spams. En fait, j'ai rien envoyé. Je fais du rythme, je vous la montre. Et je suis là, tout est tu vois, en train de torpiller, tu vois. Et après, moi, j'ai un défaut à l'écriture, c'est que j'écris beaucoup. Souvent, les premières moutures de mes spectacles, il y a de quoi faire 3 spectacles. Et je finis par sortir un truc et je me dis, taille pas dedans, envoie-lui, on verra bien ce que ça donne. Et je lui envoie et il me rappelle et il m'a dit, ok, on y va, quoi. Et au début, il voulait y aller. Et moi, quand il me dit, ok, on y va, moi, quand je lui envoie, encore une fois, je te dis que j'ai verbalisé, que je lui ai dit à lui, et j'aimerais avoir ton avis. Jamais j'ai osé verbaliser, je voudrais te mettre en scène. Et encore moins qu'il me produise, tu vois. Et du coup, il m'appelle, il me dit, ok, on y va, production et mise en scène. Après, il a trouvé un coproducteur parce qu'il s'est investi dans le spectacle et tout ça, mais je suis tellement fier d'avoir intégré cette famille comme un auteur. C'est-à-dire que comme comédien, je l'avais déjà fait. Donc là, il me met en scène. Mais déjà, en seul en scène, c'est différent. Il me met en scène en seul en scène. Mais comme auteur, tu vois, qu'il me fasse confiance. C'est-à-dire qu'il met le nom de sa compagnie, il s'engage, quoi, tu vois, c'est pas rien. Et ouais, je suis vraiment fier. Je l'ai dit cet été à Nora Charlotte et sa femme avec la compagnie. Je leur ai dit, je suis très fier, très fier. Et puis pour moi, ça raconte beaucoup de choses. Le chemin est très long. C'est des acteurs et des actrices que j'admire beaucoup, cette famille-là. C'est une famille de théâtre que j'admire énormément. Et moi, je suis pas un homme de famille, tu vois. Je suis un électron libre. C'est un défaut que j'ai. Mais je me fais pas assez confiance pour faire partie d'une famille. C'est dur de faire partie d'une famille. Il faut accepter d'assumer ta place et tout. Bien sûr. Moi, je suis le mec qui fuit, quoi. Et donc, je viens, je fais 3 blagues et partout, tu vois. S'installer dans une famille, il faut être sûr de soi. Je suis pas assez sûr de moi pour ça. Donc, moi, je mets le masque, je fais les blagues et il disparaît, tu vois. Et du coup, ouais, je suis très, très fier, quoi. Charlotte Madneff, c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui a un truc vraiment comme metteuse en scène. J'adore son travail de mise en scène et de direction d'acteur. Tu sais, pour ce spectacle-là, pour La Pleure au fusil, elle a assisté à une répète. Elle a fait une remarque. Elle m'a embarqué, quoi, tu vois. Elle m'a mis,
Elle m'a mis une tempête dans mes voiles, quoi. J'ai accéléré. Tu sais, dans Super Mario Kart, quand t'attrapes le champignon qui te fait accélérer d'un coup, tu vas vite, j'ai fait. Tu vois. Et t'as des gens comme ça, en un mot, en une phrase, ils sont capables de voir le truc. Tu vois ça là? Fais-le comme ça. Et d'un coup, tout. Et c'était quoi la remarque? C'était quoi la remarque? En fait, excuse-moi, ça a coupé là? Non, t'es encore là. Ah, je te vois plus, moi. Attends, bouge pas. Ah, si, ça y est, je te vois. En fait, Ouais. pardon. La remarque, c'était quoi? En fait, c'était sur l'équilibre du spectacle. Comme c'est un spectacle qui parle de la délivrance d'une dictature et de la naissance d'une démocratie, bah, il faut placer la dictature d'abord. Et donc, en fait, on le fait par le passage de relais entre un petit-fils et sa grande. Donc, on a un début de spectacle qui est plutôt contemporain, entre un petit-fils qui parle avec sa grand-mère et tout ça. Puis après, on a une deuxième partie qui est très dure, où on place les tenants et les aboutissants de cette dictature. Donc, tu vois, la police menaçant, les femmes violées, les hommes torturés, la guerre, le racisme envers les hommes noirs d'Angola, de Mozambique et tout ça, les femmes noires d'ailleurs, les habitants de ces pays qui sont considérés comme des hommes et des femmes. Voilà. C'est très dur, très très dur. Et après, on a la délivrance. Et il se trouve que dans la vraie vie, la délivrance, elle passe par la mise en place d'un plan qui se fait en France. Il se trouve que dans la vraie histoire, dans la vraie vie, ils se sont servis de la France comme lieu pour fomenter le haut. Et pour moi, c'était du pain béni parce que ça me permettait de faire le lien entre les deux et de parler aussi de l'immigration portugaise et des racines du personnage principal qui échange avec ta grand-mère et de ce lien-là. J'avais l'espace, tu vois, de faire ce va-et-vient. Et donc, du coup, j'ai fait un retour en France. Je le fais assez rapidement. Oui, j'imagine, tu vois, ce personnage un peu coincé dans une dictature et qui arrive dans un pays comme la France. Il faut bien imaginer qu'en 1970, la France, c'est pas la dictature. Tu vois, c'est mai 68 qui vient de passer par là. Il y a une vraie libération sexuelle. C'est les yéyés, on écoute du rock. Tu vois, il y a un délire en France. Et toi, tu arrives d'une dictature. Imagine, c'est comme quelqu'un qui arrive d'Iran. Aujourd'hui, là, en 2024, il vient d'Iran, il arrive ici. Il arrive ici et il dit « Ah, mais à la télévision française, vous pouvez insulter le président ?» Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il arrive dans un monde où on danse dans la rue. Tu sais que là-bas, on n'écoute pas les musiques qu'on veut. Il arrive dans un monde où on danse dans la rue, dans un monde où on peut faire l'amour. Voilà. Et en fait, ce truc-là, je l'ai à peine essayé. Et Charlotte me dit, je pense que tu peux pousser un peu ça. Et elle me renvoie en écriture et elle me dit, réécris une scène, tu vois, là-dessus. Et en fait, j'ai pas juste rajouté une scène rigolote sur ses conseils à elle. J'ai aussi rééquilibré le spectacle. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette longue scène, en tout cas plus longue scène française qui se passe avec ces personnages, tu vois, un petit peu déjantés d'une France où la vie bat son plein, tout d'un coup, tu vois, il donne une bouffée d'air qui nous aide un peu à sortir de cette torture, de cette dictature, de tout ça. Et ça a rééquilibré les énergies du spectacle. Et ça, je l'avais jamais vu, tu vois. Et quand Charlotte vient et qu'elle voit ça, à la répète, je trouve qu'elle décoince un truc, tu vois. Son œil est non seulement neuf, mais il est aiguisé. Tu vois, il est neuf parce qu'elle n'est pas depuis le début sur le projet, mais il est très aiguisé. Et moi, Charlotte, c'est quelqu'un qui me faisait peur beaucoup, tu vois, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais c'est quelqu'un, tu vois, je me disais, si elle vient voir la répète, moi, dans ma tête, le scénario que je m'étais fait, c'est elle se tourne vers Jean-Philippe et elle me dit, arrête, c'est un câble. Super content, tu vois. Ouais, je vois. Et au final, la répète se finit, elle a les larmes aux yeux, elle est en train de pleurer, elle a kiffé vraiment. Et moi, je me dis, si je lui ai pris des larmes là, en jean, sans lumière, sans effet sonore, sans rien, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'avoir gagné, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et moi, j'ai développé un affect très fort de Jean-Pierre et de Charlotte. Un truc de famille, quoi. Un truc de famille, on a répété chez eux. J'allais chez eux tous les matins en vélo sous la neige. Un délire. C'est un délire, tu vois. On répétait avec sa chienne qui s'allongeait sur ses genoux. Tu vois, vraiment, je suis rentré, ils m'ont fait de la place, quoi. Je les remercie beaucoup de ça. C'est pas évident, tout le monde ne fait pas ça, quoi. Ils m'ont fait de la place. C'est fou. Ma dernière question pour toi, ça serait, on arrive dans la partie tips. C'est genre, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, justement, à un moment donné comme toi, qui en a marre de ce métier, qui veut renoncer?
Tu sais, comme t'as cassé ton téléphone, t'as dit ouais, c'est plus pour moi. Quel conseil tu donnerais à une personne qui est à ce niveau-là? Bah, je pense qu'il faut prendre du recul et puis, tu sais, calmer le jeu, tu vois, prendre le temps de réfléchir. Parce que, tu sais, parfois, on a l'impression qu'il faut aller vite, que, oh là là, si c'est pas demain, si c'est pas après-demain, c'est jamais et tout. Alors que parfois, tu peux juste te poser, dire, OK, je vais réfléchir, je vais voir. Et le fait de te poser, de réfléchir et de voir, ça te donne aussi, l'idée de banque. D'un coup, tu te dis, ah non, mais en fait, j'en ai vraiment envie, ça me manque vraiment de faire tour. Donc, déjà, tu sauras déjà si tu veux y aller ou pas. Et puis après, peut-être le tips aussi, c'est peut-être régulièrement, de temps en temps, d'essayer de te rappeler, de faire ce travail-là honnête, d'essayer de te rappeler pourquoi tu veux faire ça. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Et le truc qui te pousse à faire ça, c'est d'aller épater ton amour de jeunesse sur les réseaux sociaux parce qu'elle t'a vu au cinéma et machin, tu t'es trompé. Si c'était d'aller impressionner ton frère parce que tu gagnes plus d'argent que lui et qu'on t'a vu dans un magazine, tu t'es trompé. Si c'est d'être connu et reconnu parce que tu veux la Lamborghini et que dans la rue on tape sur l'épaule, tu t'es trompé. Tu vois ce que je veux dire? Et tu prends le temps de te dire, mais attends, c'est quoi qui me fait kiffer là-dedans? Qu'est-ce que je veux faire vraiment là-dedans? C'est quoi, à quel endroit j'ai envie de me positionner? Et je pense que si tu prends le temps de te poser ces questions, tu réalimentes le vrai moteur de ce que tu veux faire, ou alors tu te rends compte que t'es pas au bon endroit. Parce que la vérité, c'est que tout ce que j'ai énuméré là, t'as des bonnes raisons. Hein. C'est pas des bonnes raisons. Je pense qu'il y a personne qui fait ce métier qui pourra te dire, ah bah, si, moi, c'est pour les filles, pour l'argent, pour les voitures, pour les tapis rouges, pour les magazines. Je pense pas. Et donc voilà, te poser vraiment la question de te dire pourquoi je veux faire ça, à quel endroit je veux. Et moi, je sais que c'est en me posant ces questions-là que j'ai décidé tout d'un coup, il y a quelques années, d'accepter des projets qui racontent vraiment quelque chose. Des projets où je peux être fier quand j'en parle. Tu vois, là, quand je fais une interview avec toi, il n'y a aucun projet où je dis ouais, non, mais j'ai fait ça, mais gars, on n'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et c'était peut-être pas le cas au début. Au début, je naviguais à vue et j'étais tellement content qu'on me donne du taf que je prenais tout ce qui passait. Et en fait, là, c'est pas comme, tu vois, un gars, tu vois, je suis pas Omar Sy, quoi. Tu vois, c'est pas un gars qui choisit ses rôles parce qu'il est très connu. Et que, c'est juste de se dire, peu importe la taille de la partition, est-ce que j'ai envie d'être là-dedans? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que, bah, tu vois, par exemple, Marie Castille, qui me fait bosser très régulièrement sur des films et ouais, que j'aime du fond du cœur. Vraiment, on a développé un peu. Bah, j'ai déjà refusé, tu vois, de participer à un de ces films parce que ce qu'elle me demandait, c'était pas, tu vois, j'étais pas à l'aise avec ça. Elle me demandait simplement de faire une apparition un peu en photo, une petite silhouette sur un PC terroriste. Tu vois, dans son film Le ciel attendra, je crois. Et en fait, ça me dérangeait parce que je voulais pas qu'on me voit apparaître avec ce visage de terroriste marqué, tu vois, un petit peu stéréotypé, sans que je puisse défendre quelque chose dans un personnage. Et donc, je l'ai pas refusé parce qu'il n'y avait pas de test, je l'ai pas refusé parce que le rôle était petit, je l'ai pas refusé. J'ai refusé pour des vraies raisons, pour me dire, ah, mais ça, du coup, je peux pas défendre un truc, et voilà. Et ces choix-là, cette manière de se positionner, bah, c'est parce que je me pose des vraies questions de me dire qu'est-ce que tu veux raconter, à quel endroit tu veux te positionner, avec qui tu veux travailler, tout ça. Et si tu te poses ces questions-là, petit à petit, tu vas aussi éliminer des trucs. Parfois, il y a des trucs où tu as des frustrations, tu te dis, ah putain, j'ai pas été pris sur ce casting. Ouais, mais en vrai, tu voulais vraiment être pris. D'ailleurs, en vrai, je vais te dire un truc. Je suis pas dans le délire de on a tous une destinée, tout arrive pour une raison et tout, encore que peut-être un petit peu, mais en tout cas, je pense que la vérité, c'est que quand tu réfléchis bien, les trucs où t'es pas pris, perds pas de temps à pleurer dessus parce que ça veut dire que tu devais pas être là. Et quand tu réfléchis bien, souvent, quand t'es pas pris, c'est qu'au fond de toi, t'avais pas envie d'être là. Dis la vérité. C'était de l'ego. Tu voulais être pris parce que tu passais le casting et quand tu passes le casting, c'est comme si tu fais un match de foot, t'as envie de le gagner, en fait. Mais en vrai, tu vois. Donc ouais, c'est peut-être ça le type. Essayer de prendre du recul, de dédramatiser, de te demander pourquoi tu veux vraiment faire ça. Parce qu'en vrai, c'est pas grave tout ça, tu vois. C'est un métier comme un autre, tu le fais, tu gagnes ta vie. Et puis moi, je suis vraiment dans ce délire-là, tu vois. Je veux dire, un métier, c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une condition humaine, quoi, tu vois. Parce que moi, demain, je peux faire autre chose. Aujourd'hui, je fais ça. Tous les bons souvenirs, je les mets dans ma besace, tu vois. J'ai une besace à bons souvenirs. Là, j'ai un petit sac à dos. Je raconterai tout ça à mes petits-enfants plus tard en disant, bah, je les fais, tu vois, c'est mes petits Himalayas à moi, c'est mes petits Everest à moi, tu vois, je les grimpe petit à petit les uns après les autres. Mais si demain, je dois faire autre chose, pour X ou Y raison, soit parce que j'ai changé de passion, soit parce que tout d'un coup, il y a un peu qui m'anime corps, soit parce qu'on ne veut pas de moi dans ce métier, parce que c'est un métier de désir aussi. Hein.
Il y a peut-être un moment donné où on veut pas de toi, et ben écoute, si on veut pas de toi, ça va être dur à enquêter, c'est sûr, parce que personne n'a envie de pas être désiré, c'est sûr et certain. Et la vérité, c'est que c'est possible, il faut que tu l'acceptes. C'est le propre de l'histoire d'amour. On savait pas comment ça allait arriver. Au début de cette interview, je te racontais que la mienne, elle arrive un peu par hasard, et ben ça peut s'arrêter aussi par hasard, du jour au lendemain. Tout ce que j'ai vécu entre temps, je l'ai vécu à 300%, et c'est des beaux souvenirs, quoi. Non, c'est clair. C'est un super conseil. En tout cas, Lionel, merci pour ce temps. C'était fou de parler avec toi, d'apprendre tout ça, de découvrir ton parcours qui est extraordinaire. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Ben, merci à toi. C'était très cool. Merci beaucoup. Je t'ai dit merci, on vous rappelle. Eh ben, allez, on vous rappelle. Vous vous rappelez. Je vais attendre tranquillement. Ciao, à bientôt, merci. Lionel. Ciao, ciao.